L'été 2015, mes parents décidèrent de partir en voyage humanitaire en Afrique, au Burkina Faso exactement. Ma sœur avait à l'époque 17 ans et moi 16. Nous avions l'habitude de partir chaque année passer nos vacances à Palavas et cette nouvelle nous déstabilisait fortement. Mon père avait eu une année compliquée au travail et il avait eu un besoin extrême de vivre autrement pendant quelques temps. Nous arrivions donc le 2 juillet à l'aéroport de Ouagadougou. Quel soulagement quand je vis des immeubles, des routes goudronnées, des boutiques. Être loin de la civilisation m'effrayait au plus haut point et je m'étais fait tout un film de ce pays. À la sortie de l'aéroport, un taxi attendait pour nous emmener au premier hôtel avant que nous emménagions dans ce nouveau chez nous le lendemain. Je passais la première soirée à envoyer des mails, SMS à mes amis pour leur raconter cette première journée. Mes parents étaient sortis visiter Ouagadougou. Nous avions prétexté avec ma sœur la fatigue pour rester tranquillement à surfer sur nos ordinateurs. Le lendemain, un vieux bus tout poussiéreux était garé devant l'hôtel. Et je compris rapidement en voyant ma valise à l'arrière que cet engin datant d'avant-guerre nous était destiné. Pourquoi était-il en si piteux état et où allait-il nous emmener ? Mes parents, essayant de me rassurer comme ils pouvaient, me promirent que le village où nous allions serait un vrai paradis de liberté et de partage. Loupé pour la réassurance. Ce n'étaient pas vraiment les mots que j'attendais. Le trajet parut interminable, et ce qui était à la base une route normale fut petit à petit remplacé par une piste de sable remplie de bosses et de trous qui m'empêchaient de jouer tranquillement à ma console portable. Ma mère était comme à son habitude d'une positivité à toute épreuve. Elle passa tout le trajet entre son livre sur le Burkina Faso et a demandé de regarder le paysage en lisant les explications qui correspondaient à la vue qu'on avait. Je levai rapidement les yeux pour lui faire plaisir avant de me replonger dans ce niveau 37 qui me donnait du fil à retordre. Jamais déstabilisée, elle continuait inlassablement de m'interpeller sur les différentes choses à observer, tandis que je pestais au plus profond de moi de cet acharnement à m'empêcher de me concentrer sur mon jeu. Mon père, silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. « Nous arrivons bientôt au village, » dit-il avec une voix enjouée. « Je vous demanderai de bien suivre les conseils de notre guide qui nous attend. Il s'appelle Yacouba. Il va nous apprendre les coutumes, les règles de vie, la langue, bref, tout ce qui sera nécessaire pour une bonne intégration dans la communauté. C'est une vraie chance que nous avons là. Vivre une aventure pareille ne se présente pas 10 fois dans une vie, » rajouta ma mère. Une fois sur place, vos téléphones ne vous serviront plus, car il n'y a pas de réseau, ainsi que vos ordinateurs et vos consoles d'ailleurs. Profitez-en, car nous n'aurons pas d'électricité pour les recharger. J'ai essayé d'analyser toutes les informations qu'il nous avait données en une seule phrase. Non seulement nous allions être coupés du monde, de nos amis, des réseaux sociaux, de nos jeux, mais en plus notre maison n'avait pas d'électricité. Mais qu'allais-je faire de mes journées ? Comptait-il me faire dormir à 20h avant le coucher du soleil ? Si depuis le départ je n'étais pas du tout emballée à l'idée de partir, désormais j'étais en pétard contre mes parents. Je me sentais trahie, manipulée, dupée, qu'ils ne comptent pas sur moi pour faire le moindre effort, ni avec ce fameux Yacouba, ni avec aucun des autres villageois. Ma sœur était fidèle à elle-même. Dans son monde, la France, le Burkina, le monde en lui-même, cela faisait déjà 2 ans qu'elle avait décrété que tout n'était que complot et capitalisation. Elle avait beau n'avoir que 17 ans, elle commençait quasi chacune de ses phrases par « Avant, les gens s'aimaient réellement. Avant, on respectait ses aînés. Avant, on prenait soin de la planète. Tu parles d'un soutien moral. Il fallait que je me fasse une raison. J'allais être définitivement seule dans un village paumé sans rien à faire. Ma vie était parfaite. « Regardez, on voit notre maison !» dit brusquement mon père. « C'est la première à l'entrée du village. » Il était clair que nous n'avions pas du tout la même définition de maison. Je voyais au loin une grosse cabane avec de la paille en guise de toit et bariolée de dessins géométriques. Une minuscule fenêtre se tenait à droite d'une porte sous un porche arrondi. C'étaient visiblement les seuls points d'entrée lumineux. Sans électricité, je ne voyais vraiment pas comment on allait faire le soir. Un feu de cheminée sous cette chaleur ? Décidément, cela allait de mal en pis. Une fois garé devant cette soi-disant maison, mon père alla à la rencontre d'un homme grand, mince et souriant. C'était la première fois que je voyais une personne avec la peau si noire.
Il portait une chemise blanche, un short bleu, une sorte de foulard bleu foncé sur la tête et était pieds nus. Aussi improbable que ce soit, il possédait une sacrée paire de Ray-Ban. « Neibo, elle est là, mes amis. Kibare, dit-il en enlevant ses lunettes et en prenant mon père dans ses bras. Cela veut dire bonjour et bienvenue, mes amis. Comment allez-vous ? La fi, la fo, répondit mon père avec une immense fierté. Je vois que vous avez commencé à apprendre le dioula. C'est très bien, les gens seront ravis de cet effort, continua Yakuba. Et merci, je vais très bien aussi. Venez, que je vous fasse visiter votre nouveau chez vous. Le fonctionnement est différent ici. Beaucoup de choses sont faites en commun, comme la cuisine, les lessives, les petits travaux. Le sol était en terre dans toute la maison. Il y avait seulement 2 chambres. Il allait falloir que je supporte ma sœur. Je n'étais plus à ça près. Le reste était une grande pièce qui allait servir de salle à manger, pièce de stockage, pièce à vivre. Je mis quelques minutes à me rendre compte qu'il n'y avait pas de salle de bain. Pire, il n'y avait pas de toilette non plus. Yakuba était en train d'expliquer au même moment à mes parents que nous avions eu de la chance. La maison avait été terminée 3 semaines auparavant, mais la tradition exigeait qu'un lézard visite la demeure avant de pouvoir être habité. Il est considéré comme un symbole de vie et de protection. Ce fameux lézard était apparu la veille. Les femmes du village ont tenu à ce qu'elle soit décorée avant votre arrivée, poursuivit notre guide. C'est une coutume très importante ici. Lorsqu'une maison doit être peinte, ce sont toutes les femmes du village qui le font ensemble. Elles seules connaissent les secrets de l'enduit et de la fabrication de la peinture. Mes parents étaient fascinés par toutes ces explications. Je trouvais qu'ils en faisaient beaucoup pour des dessins qu'un enfant de primaire aurait pu faire. Même si je dois admettre que l'ensemble n'était pas trop mal. « Venez, nous allons voir les villageois », dit brusquement Yakuba. « Ce soir, nous avons organisé une cérémonie de bienvenue pour officialiser votre installation. Cela n'empêche pas de commencer à faire les présentations. » À ce moment-là, j'étais partagée entre la peur de l'inconnu et une certaine curiosité à savoir s'il y avait des jeunes de mon âge. « Je viens avec vous », m'entendis-je dire avec un certain enthousiasme. Ma mère sursauta. Mon père impassible me regarda et dit « C'est une bonne chose, mon fils. » Ils avaient l'impression d'avoir déjà gagné la partie. Qu'ils se méfient, je comptais bien repartir dans mon mutisme jusqu'à mon retour en France. En attendant, je les suivais 1 mètre derrière, tout en découvrant le centre de Tiebélé. Toutes ces maisons décorées me donnaient l'impression d'être dans un décor de cinéma. Une sorte de Tatooine africaine. Les habitations étaient séparées par des ruelles pas plus larges qu'1 mètre, toutes biscornues. C'était un véritable labyrinthe. Ma première impression fut que les maisons semblaient avoir été construites sans aucun plan d'urbanisme. Posées les unes après les autres, là où il y avait encore de la place. Et le village s'était petit à petit agrandi, en donnant un ensemble harmonieux, mais bordélique. À chaque coin de rue, les gens venaient à notre rencontre, tous plus souriants les uns que les autres. Certains nous prenaient même dans leurs bras. Il y avait des enfants partout. Quelques-uns jouaient au ballon, d'autres dessinaient sur le sol. Un petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, se tenant à un chien, tentait d'effectuer ses premiers pas sous l'œil amusé de sa mère. Elle était assise à quelques mètres de lui, confectionnant une immense jarre en terre cuite. Plus loin, sous un arbre, un groupe de jeunes adolescents écoutait avec attention un vieil homme à la barbe blanche. Yakuba m'expliqua que l'école la plus près était bien trop loin pour s'y rendre à pied, et qu'ici, c'était donc les aînés qui faisaient office de professeurs. Le savoir était apparemment bien différent de ce que l'on nous apprenait en France, mais il contenait tout ce qui, aux yeux des Burkinabés, était essentiel à la vie. Cela me parlait peu. Je fus tout de même rassurée de voir que je n'étais pas le seul adolescent du village, et donc que je n'étais pas coincée à devoir parler à ma sœur pour survivre à la solitude. Nous nous arrêtâmes enfin devant un homme d'une 40aine d'années, et notre guide le présenta à mon père comme son nouveau chef de chantier. Il s'appelait Awa et avait pour mission de réparer et consolider toutes les maisons environnantes. Ils avaient pour projet avec Yakuba de faire reconnaître leur joli village comme patrimoine mondial auprès de l'UNESCO. C'était ambitieux, et cela demandait une énorme préparation. Ils avaient donc envoyé des bouteilles à la mer quelques mois auparavant, et mon père, en tant qu'architecte, avait répondu à l'appel. Bien sûr, le savoir-faire en termes de construction ne ressemblait en rien à ce qu'il avait appris, et il aurait grand besoin d'Awa pour se mettre rapidement au niveau. Quant à ma mère, elle assisterait le marabout. À Paris, elle était sage-femme dans une usine à bébés.
C'était son expression favorite depuis toujours pour parler de son métier. Elle rentrait toujours épuisée en disant qu'il manquait de tout, mais surtout de temps. Quand mon père lui a proposé de partir et de découvrir la médecine africaine, elle a tout de suite dit oui. Elle serait partie le lendemain matin si cela avait été possible. Elle avait besoin de retrouver l'essence même de son métier. Cette chose, un jour, qui l'avait passionnée au point d'envisager de faire cela les 40 prochaines années de sa vie. Je voyais donc mes parents heureux, épanouis, et c'était tout nouveau pour moi. Je me sentis un peu idiot de vouloir leur gâcher cette expérience qui semblait leur tenir tant à cœur. Je me suis donc promis de faire un effort le soir même à la cérémonie de bienvenue. De retour dans notre maison, j'essayais en vain de convaincre ma sœur de sortir de notre chambre et de faire quelques petites choses pour faire plaisir aux parents. « Ici, c'est comme ailleurs, et cela ne tardera pas à le devenir, » répondit ma sœur. « Laisse-moi tranquille. » J'abandonnai directement et je me mis à défaire mes valises. Le soir arriva et je fis rapidement la connaissance de Samira, Hamidou et Issa. Ils allaient devenir mes meilleurs amis, et Samira même un peu plus. Ils sont tout de suite venus à ma rencontre, curieux d'apprendre un maximum de choses sur la France. C'était un échange incroyable. Chaque jour qui passait, je découvrais leur quotidien, leurs jeux, leurs traditions. Mes parents étaient très occupés entre le travail et les tâches à accomplir pour le village. Tout le monde aidait selon ses possibilités. Cela me surprit au début de voir des enfants de 5 ans avec des missions qui demandaient de sacrées responsabilités. Certains partaient à plus d'1 kilomètre, seuls, et cela n'effrayait personne. En ce qui concernait notre groupe, nous étions considérés comme les plus endurants. Les anciens n'hésitaient pas à nous faire porter des charges lourdes, travailler en plein soleil ou parcourir des kilomètres. Cela ne fut jamais une contrainte, car nous étions toujours ensemble. Entourés de mes amis, nous passions tout notre temps à discuter, chanter, se taquiner, tout en effectuant ce que l'on attendait de nous le plus rapidement possible. Chaque soir, les villageois se rassemblaient pour remercier chaque membre de la communauté, puis nous écoutions les anciens nous transmettre leurs souvenirs et leur sagesse. Le temps ne semblait pas s'écouler de la même manière ici. Certains instants, quand j'y repense, m'ont paru durer une éternité, comme ce jour où Samira me prit la main pour m'entraîner loin du groupe à travers les ruelles. « Cours vite !» me dit-elle soudainement. Je la suivis hors du village, se cachant derrière les arbres. La flore n'était pas dense ici et il fallait ruser pour ne pas se faire voir. Pendant 1 heure, elle me fit courir, me cacher, puis repartir de plus belle. J'étais partagée entre l'épuisement et l'excitation. Où m'entraînait-elle et pourquoi ? Quelle fut ma surprise de me retrouver face à un lac. C'était un peu stupide, mais j'étais partie du principe qu'au milieu de toute cette terre aride, il n'y aurait sûrement pas de rivière ou d'autres points d'eau. Les femmes du village revenaient régulièrement avec des jarres remplies d'eau, mais cela n'avait pas vraiment éveillé ma curiosité. Tant de choses à apprendre et à comprendre. Samira s'arrêta au bord du lac et enleva sa robe, puis plongea vêtue d'un magnifique maillot rouge et jaune. Elle avait bien préparé son plan. J'étais un peu gênée de me retrouver en caleçon, mais l'idée de me mettre à l'eau avec elle me fit oublier instantanément cette gêne. Le temps s'arrêta, j'en reste persuadée. Nous restâmes des heures à nous baigner, à nous embrasser, à rire. La liberté, la vraie. Il me semble important, avant de continuer mon histoire sur ce voyage, de vous présenter un peu ma famille, ainsi que nos amis burkinabés. Commençons par ma mère. Elle s'appelle Liliane. Elle est née dans un petit village du Tarn nommé Cordes-sur-Ciel. Son père était le facteur du village et sa mère, en ces temps-là, était femme au foyer, comme la plupart des autres femmes. Elle était l'aînée d'une fratrie de 5 enfants et avait dû vite abandonner l'idée d'avoir du temps libre. Quand elle n'était pas à l'école, elle assistait ma grand-mère dans les tâches ménagères ou surveillait ses petits frères et sœurs. Cela n'avait jamais été un poids à ses yeux. Elle adorait depuis toute petite être entourée de bébés. Les gens du village s'en souviennent encore comme d'une petite fille discrète et polie, toujours le sourire aux lèvres, prête à aider quiconque en avait besoin. C'était une jolie brunette avec de grands yeux noirs, tout en longueur et dotée d'une certaine grâce. Le temps l'avait rendue encore plus jolie et nombreux prétendants furent désespérés de n'obtenir ses faveurs
ni même le moindre regard. Elle passait ses journées à étudier, à réfléchir à son avenir, toujours une petite main d'enfant dans la sienne ou se baladant avec une poussette. Cela n'étonna donc personne quand elle rentra un jour du lycée, annonçant qu'elle serait un jour sage-femme. Ma mère était de ce genre de personne qui, lorsqu'elle avait un objectif en tête, finissait toujours par l'atteindre. Elle obtint donc, quelques années plus tard, son diplôme en sortant major de sa promotion, puis fut rapidement embauchée dans un des meilleurs hôpitaux de Paris. En tant que jeune provinciale, c'était un rêve éveillé de partir habiter dans la capitale. Elle ne regretta jamais sa décision de partir loin de son petit village, malgré les conditions de travail désastreuses auxquelles elle dut faire face dès son arrivée à Paris. Son chef de service se faisait un malin plaisir de lui donner toutes les gardes sans trop réfléchir. Après tout, c'est elle qui ne savait pas dire non. Elle avait parfois le sentiment de vivre à l'hôpital. Mais ce qui l'attristait le plus, ce n'était pas la quantité d'heures, c'était la réaction de ses collègues de travail. Tous la voyaient s'épuiser à enchaîner les heures. Bien content de ne plus être sollicité pour faire les gardes, personne ne lui venait en aide. Certains profitaient même encore plus de sa gentillesse en lui déléguant leur travail pendant le service. Elle dut faire face à un sentiment de solitude qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Cela dura plusieurs mois avant qu'une nouvelle infirmière soit embauchée dans le même service qu'elle. Elle était différente des autres professionnels. Rapidement, elle lui prit quelques gardes et n'hésita pas à lui proposer son aide pendant leur journée commune. Ma mère soufflait un peu et elle se sentait surtout reprendre un peu d'espoir sur la bienveillance des gens. Depuis qu'elle était arrivée sur Paris, elle n'avait pas eu de temps pour rencontrer des amis, visiter et sortir. Le temps passait tellement vite. Malgré toute cette période compliquée, elle mettait toujours en avant que c'était grâce à ce choix de s'accrocher à ce travail qu'elle avait rencontré mon père peu de temps après et que sa vie avait enfin pris tout son sens. Ma mère fut rapidement enceinte de ma sœur et seulement 1 an plus tard, je fis mon entrée au sein de la famille. C'était une mère incroyablement douce et patiente. J'en étais au point de râler qu'elle ne fasse rien d'énervant, moi qui étais en pleine crise d'adolescence. Je ne trouvais rien à lui reprocher. Frustrant à cet âge-là. Dès le premier jour où nous fûmes installés dans le village de Thiébélé, ses yeux s'animèrent d'une flamme que je n'avais jamais connue chez elle. Mon père la regardait avec un tel amour, heureux de la retrouver avec cette force et cette conviction qui l'avait tout de suite charmée lors de leur rencontre. Cela s'était passé dans une petite boîte de jazz dans le 3e arrondissement de Paris. La collègue de travail de ma mère l'avait enfin convaincue de sortir un soir découvrir la vie nocturne parisienne. Elle avait accepté à condition d'aller écouter de la musique, elle qui était une très grande fanatique de Miles Davis. À peine avait-elle descendu les quelques marches qui donnaient accès à la salle de concert, que son regard fut attiré sur le saxophoniste du groupe. Il était mal rasé, les cheveux en bataille et semblait porter des vêtements 3 fois trop grands pour lui. Mais l'intensité qui se dégageait de ses yeux l'avait complètement hypnotisée. Mon père la repéra aussi immédiatement dans la foule. Il dut prendre son mal en patience et attendre la pause pour enfin lui parler. Elle avait un charme innocent et semblait être perdue parmi tous ces gens branchés qu'il fréquentait continuellement. Le coup de foudre était inévitable et ils emménagèrent rapidement ensemble, ne supportant que très rarement d'être séparés. Ma mère passait son temps à nous dire que cela avait été une évidence. Quelque chose au fond de son âme l'avait reconnu et aimé tout de suite inconditionnellement. 20 ans après, leur amour était toujours aussi intense et ils étaient sur la même longueur d'onde, connectés sans arrêt. J'avoue qu'il y avait pire comme exemple dans la vie. Cela mettait la barre haute, mais j'avais pris un peu du caractère de ma mère et je me sentais à la hauteur du défi. Pour revenir à son expérience de cet incroyable voyage, ma mère prit rapidement ses fonctions d'assistante auprès du marabout. Elle passa les premiers jours à observer les faits et gestes du praticien. Tout était tellement différent. Louguet, de son prénom, pratiquait la médecine traditionnelle depuis ses 18 ans. Il en avait désormais 52 et avait une expérience digne d'un grand professeur parisien. Bien sûr, les moyens matériels étaient précaires. Respecter les normes d'hygiène demandait une ingéniosité à toute épreuve. Pourtant, rien ne paraissait empêcher Louguet de soigner avec les plus grands soins chaque villageois de Thiébélé. Un jour, il convia ma mère à l'accouchement d'une jeune femme qui attendait son premier enfant. Les naissances étaient toutes attendues avec beaucoup de bonheur. Les femmes se rassemblaient autour de la future maman
et l'accompagnaient dans cette étape de la vie en chantant des paroles de protection. Les hommes, de leur côté, préparaient le futur papa aux responsabilités qui l'attendaient. Ce n'était pas rien de devenir père. Tout était prêt pour célébrer cette naissance par une grande fête, et le village entier patientait non sans mal jusqu'à l'annonce du prénom. C'était leur façon de dire à tous que le travail était fini et que l'enfant se portait bien. Ma mère avait l'impression de revivre ses années d'études où elle s'était souvent sentie maladroite et peu habile. La confiance que lui portait Louguet lui permit de procéder à l'accouchement sans difficulté. C'était autre chose que de devoir mettre au monde un enfant hors d'une salle conçue pour cela. La jeune femme était très courageuse et suivait à la lettre toutes les instructions de ma mère. L'enfant, un beau garçon bien potelé, finit par pointer le bout de son nez et poussa un cri, rassurant toutes les femmes autour de lui. C'était un moment hors du temps, émouvant et simple. Le chef du village vint prendre le bébé dans ses bras et dit d'une voix assurée : « Ce jour, Zacharia ouvre les yeux sur le monde, et le monde lui ouvre toutes les portes pour devenir un grand homme. » Ma mère était visiblement très émue et une larme coula silencieusement le long de sa joue. C'était ces moments-là qui lui avaient donné envie de faire ce métier, cet instant magique où tu donnes la chance à un tout petit être de vivre une merveilleuse vie. Le lendemain, d'autres patients l'attendaient et le cours des choses reprit sans encombre. Certains jours, son regard était plus triste et je comprenais vite qu'elle n'avait pas réussi à sauver la personne dont elle s'occupait. Ce n'était pas une tragédie ici. Les Burkinabés respectaient la mort. Elle donnait toute sa préciosité à la vie. Ils l'accueillaient avec une grande philosophie et faisaient une grande fête exactement comme pour une naissance. C'était un cycle essentiel et il fallait le respecter. Lors de cette fête, les villageois se rappelaient de tous les moments de vie de la personne et ce qu'elle avait apporté au village, à sa famille, à ses amis. Les personnes âgées étaient considérées comme des mines de savoir. Leur vécu était précieux et valorisé. Chaque fois que l'on perdait un ancêtre, c'était pour eux des milliers de pages d'histoire qui s'envolaient. C'est aussi pour cela que chaque jeune devenait apprenti très tôt afin de conserver un maximum de savoir par la transmission des générations, ce qui entraînait naturellement un parfait équilibre. Les jeunes étaient valorisés car ils représentaient l'avenir et les anciens aussi, ayant l'expérience à transmettre. Les heures à travailler ensemble étaient donc remplies de bonne humeur, de bienveillance et de considération. Liliane aurait aimé avoir eu ces conditions de travail en France lorsqu'elle avait commencé. Elle aurait tellement voulu être doublée, avoir le temps de prendre ses marques. Le système français ne prenait pas en compte la richesse de l'expérience des anciens. C'était bien dommage. Après avoir vécu cela, ma mère prit rapidement la décision de démissionner à son retour. Elle était consciente qu'elle perdrait une partie de son salaire. Le soutien de mon père l'a confortée dans son choix. Il lui avait dit sérieusement que l'argent n'était pas le plus important, la priorité étant d'aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. Cette perspective lui enlevait un énorme poids sur le cœur. Elle put après cela profiter au maximum de tous ces mois passés au Burkina Faso. Elle avait bien saisi que la vie était courte et précieuse. Il fallait profiter un maximum de ce cadeau en créant chaque jour qui passe des instants précieux. À son retour en France, elle se mettrait à son compte et prendrait une jeune stagiaire à ses côtés afin de transmettre son savoir. Louguet était très heureux d'avoir permis à ma mère de prendre cette décision. Il suivrait son installation de loin, mais avec un soutien sans faille. Louguet avait toujours vécu à Thiébélé, comme tous ses ancêtres. Il n'avait jamais rêvé de voyager ou de déménager. La curiosité qu'il n'avait pas pour le monde extérieur, il l'avait déplacée sur son village. Il passait énormément de temps à observer les gens vivre, discuter, travailler. Il décodait les émotions, les mouvements du corps, les expressions du visage. Quand il eut 8 ans, ses parents eurent sa petite sœur. Et une fois qu'elle fut en âge de parler, il comprit que quelque chose clochait chez cet enfant. Les villageois,
en ont rapidement conclu qu'elle était possédée par un mauvais esprit et qu'il n'y avait rien à faire pour la guérir. Elle avait à peine 4 ans quand elle commença à voir des choses invisibles aux yeux des autres, entendre des voix venues d'endroits qu'on ne peut expliquer. Ses parents passaient beaucoup de leur temps à la rassurer, la sécuriser, l'écouter, et malgré son jeune âge, Lou Gay avait bien compris que c'était aussi de sa responsabilité de veiller sur elle. Ce n'était pas chose évidente, car elle se méfiait de tout, et même de sa propre famille. Elle était persuadée que le village voulait la donner en sacrifice à un dieu qu'elle avait inventé. Aucune parole n'arrivait à la ramener à la réalité, et parfois, Lou Gay, ainsi que ses parents, baissaient les bras face à son obstination. Puis, il y eut ce moment où elle fut en âge de s'intéresser aux garçons. Personne n'était préparé pour ça, encore moins elle. Elle voulut se rapprocher des autres jeunes, participer à leurs soirées. Elle fut immédiatement rejetée par les autres adolescents du village, et cela fut terrible à vivre. Mois après mois, elle voyait les couples se former, des familles se créer, et elle restait désespérément seule. Elle prit alors conscience qu'elle n'aurait jamais de prétendant, donc pas de possibilité de famille, et pour elle, c'était pour ainsi dire pas d'avenir. Lou Gay passa des heures à tenter de la rassurer. Les choses ne se réalisaient pas toujours aussi facilement, l'amour se faisait parfois attendre. Elle était encore jeune, et il y avait certainement quelqu'un pour elle quelque part. Aucune parole ne semblait atteindre son cœur. Cette solitude qui pesait tant sur sa sœur finit par gagner encore plus de terrain. Elle ne sortait plus que par obligation de la maison, elle ne parlait qu'à ses parents, et même Lou Gay avait de plus en plus de mal à discuter avec elle. Elle restait de longues heures la nuit à fixer les étoiles. Elle préférait passer ses journées à dormir, et ainsi éviter de croiser le regard des autres villageois. Un matin, on demanda à Lou Gay de quitter le chantier sur lequel il travaillait. Il était encore à cette époque apprenti charpentier. C'était le chef du village qui était venu le chercher, et cela ne présageait rien de bon. Ses parents, en pleurs, l'attendaient devant la maison. Sa mère lui prit la main et plongea ses yeux dans les siens. Les mots se bousculaient dans sa tête et ne sachant pas ce qui se passait, Lou Gay ne sut quoi lui dire. Son regard se tourna sur son père. Il était assis, la tête entre les mains. Il murmurait des propos incohérents. Le marabout sortit de la maison et annonça la mauvaise nouvelle à Lou Gay. Sa sœur avait mis fin à ses tourments. Lou Gay ne fut plus jamais le même après cette tragédie. Les remords, l'incompréhension, la colère le hantèrent durant de longs mois. Le marabout du village, qu'il avait observé depuis son plus jeune âge, le prit sous son aile. Il attendit patiemment que Lou Gay soit en capacité de reprendre sa vie en main et lui fit une proposition. Il n'avait peut-être pas réussi à sauver sa sœur, mais il lui apprendrait comment sauver tellement d'autres personnes. Il lui suffisait d'accepter de changer de métier. Quelques jours plus tard, il devint donc le nouvel apprenti marabout. Bien des années passèrent. Aujourd'hui, il était devenu une des personnes les plus importantes du village. Il avait passé énormément de temps à changer le regard des hommes sur toutes ces maladies invisibles qui troublent l'esprit. Il avait créé une maison de la confiance. Il y avait seulement 4 petites chambres. Elles suffisaient pour prendre soin des personnes qui traversaient des moments compliqués. Les villageois, inquiets au début de cet éloignement des traditions, avaient finalement adopté cette idée. Régulièrement, les femmes du village lui proposaient leur aide pour s'occuper de ces personnes fragiles. C'était la plus grande fierté de Lou Gay. Quelques mois avant notre arrivée, il avait accompagné un jeune homme qui avait perdu femme et enfant lors de l'accouchement. Aujourd'hui, ce même jeune allait mieux et avait suivi un peu son chemin en s'apprêtant à devenir à son tour apprenti marabout. Lorsque mes parents arrivèrent au village, Lou Gay fut ravi de partager son savoir avec ma mère. C'était un vrai plaisir de transmettre à son tour, et il prit tout de suite ce rôle avec le plus grand sérieux. Il se dit que c'était un peu comme un entraînement, avant de faire la vraie passation de savoir à son jeune apprenti. Après plusieurs semaines à travailler ensemble, il raconta à ma mère son histoire et se confia sur la profonde tristesse qui restait en lui depuis la mort de sa sœur. Le temps avait diminué l'intensité, mais elle demeurait là, silencieuse, présente. Cela lui était apparu nécessaire d'en parler. Il avait, dès le premier jour de notre installation, vu en ma sœur un regard triste et lointain qui l'avait ramené dans son enfance comme un coup de poing en pleine figure. Chaque jour, il surveillait son comportement. Son entêtement à rester cloîtré dans sa chambre, à ne dire mot lors des soirées, à hurler sur sa mère tous les reproches du monde entier. Lou Gay était très inquiet et n'arrivait plus à garder ses craintes pour lui.
Le fait de se livrer sur son passé donnerait sûrement les clés à ma mère pour comprendre à quel point la situation lui paraissait préoccupante. Elle l'écouta attentivement, sans le couper, jusqu'au bout, puis prit la main de Louguet et lui tapota doucement l'épaule. « Je te remercie de t'inquiéter autant pour ma fille, » commença-t-elle à lui dire. « Cependant, tu viens de décrire tous les moments négatifs des dernières semaines en oubliant le reste. La tristesse et la nostalgie ont altéré ton jugement. Chaque jour, ma jolie rebelle part rejoindre en cachette un jeune homme du village. Régulièrement, elle revient remplie de questions suite aux discussions philosophiques qu'elle a avec le sage du village. Son amoureux est l'apprenti du sage, et vu qu'elle souhaite passer un maximum de temps avec lui, il a bien fallu qu'elle accepte de participer à certains cours et discussions. « Encore hier, lui répondit Louguet, elle disait être malheureuse ici. Je ne comprends pas la logique. »« Il n'y en a pas, mon cher ami, plaisanta ma mère. C'est seulement une adolescente qui veut faire croire à ses parents qu'ils sont les pires du monde. Le temps d'accepter de grandir et de se faire sa propre opinion des choses. Encore la semaine dernière, elle a eu un petit souci. Oh, rien de bien grave. Elle est immédiatement venue me voir pour m'en parler. Elle ne veut pas se l'avouer, mais elle a encore tellement besoin de nous. Le temps calmera la rébellion et elle reviendra vers nous naturellement. » « Je suis désolée d'avoir douté de toi, murmura Louguet. Avec mon histoire familiale, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je me rends compte que j'ignore encore bien des choses sur les étapes qu'il traverse avant de devenir adulte. »« Ne t'en fais pas, dit ma mère, avec une douceur infinie. Il y a bon nombre de jours où nous naviguons à vue. L'éducation est loin d'être une long fleuve tranquille. Il vaut mieux s'inquiéter pour rien que de passer à côté d'éventuelles difficultés. » Après cette discussion, ma mère et Louguet reprirent leur tournée dans le village. Chacun avait retenu les paroles de l'autre. Le marabout semblait un peu plus apaisé et moins stressé face aux jeunes du village. Quant à ma mère, elle prenait un peu plus de temps pour écouter ma sœur. Une fois passées ses plaintes et autres remontrances, elle finissait par parler d'elle, de ses envies, de ses rêves, de son nouveau chéri. Elle aussi avait fini par trouver un intérêt à notre voyage à Thiébélé. Bien sûr, son histoire d'amour avec Kaya avait grandement aidé les choses, mais c'était surtout la sagesse de Fabolo, le professeur du village, qui avait changé petit à petit sa vision du monde. Ma mère, notant le changement de comportement de ma sœur, avait décidé de lui parler de l'histoire de Louguet. Ma fière grande sœur, qui criait haut et fort à qui veut l'entendre qu'elle se foutait de tout à longueur de temps, éprouva une incroyable empathie pour le marabout. Chaque fois qu'elle était en sa présence, elle prenait soin de ne pas trop se plaindre, de sourire un peu plus. Une forte amitié s'installa entre eux. J'avais parfois l'impression que c'était elle qui, jour après jour, soignait les blessures de l'âme du guérisseur. D'autres jours, c'était plutôt Louguet que j'observais réussissant à faire rire ma sœur aux éclats. Il n'est jamais trop tard pour réparer le mal du passé. Il n'est jamais trop tard pour accepter d'avancer. Il avait seulement 6 ans quand les sages du village décidèrent que c'était un enfant à haut potentiel. Il fut dès la semaine d'après envoyé en ville chez un oncle éloigné pour entreprendre de vraies études. Cela fut un vrai déchirement les premiers mois. Son oncle était un homme peu bavard et sa tante avait énormément à faire dans la journée, laissant peu de place aux gestes affectueux. Il fallait se lever tôt, étudier sérieusement, accomplir le reste des tâches ménagères ensuite. Les journées passaient à toute vitesse. La fatigue était omniprésente, mais jamais il n'eut l'idée de se plaindre.
Il avait conscience d'avoir une chance incroyable qu'on lui ait proposé ça. L'école coûtait cher et les places étaient rares. Il apprenait avec une détermination exemplaire jusque tard dans la nuit afin d'être le meilleur de sa classe. Tout l'intéressait et les professeurs lui prêtaient volontiers des livres pour pousser la réflexion encore plus loin. Le week-end, Fabolo s'accordait quelques heures de repos. Il avait rencontré à l'école 3 garçons de son quartier et s'était lié d'amitié. Souvent, ils jouaient au foot ensemble contre les autres jeunes du quartier voisin. Il passa ainsi toute la fin de son enfance et son adolescence loin du village et revint seulement une fois devenu adulte. Pour les villageois, c'était un voyageur, un savant, un homme qui avait vu le monde. Il avait beau leur expliquer qu'il avait seulement étudié tout cela dans des livres, personne ne l'écoutait. Fabolo n'allait pas se fatiguer à leur faire entendre raison. Il profita de cet engouement pour s'imposer comme nouveau professeur du village et mettre à profit toutes ses connaissances pour la future génération. Il était le premier à respecter les traditions, mais il fallait aussi vivre avec son temps. Le tout était de mêler les deux avec un grand respect. C'était une mission qui lui semblait tout à fait dans ses cordes. C'est pourquoi, dès le premier jour de cours, il commença à parler des nouvelles façons de cultiver la terre, de faire du commerce, de conserver certains aliments. Évidemment, le plus important n'était pas de leur apprendre la politique intérieure du pays ou les grands mathématiciens qui ont existé. Il souhaitait orienter cette première année d'école sur l'avancée technologique et la philosophie burkinabé. Fabolo pensait que donner les clés de la réflexion aux jeunes les pousserait encore plus à innover pour le bien du village. Pour cela, il s'aida d'un conteur de Ouagadougou très connu dans la capitale. Les Occidentaux le comparaient à Jean de La Fontaine. Il y avait énormément de sagesse dans ces histoires que les Burkinabés appelaient contes mouzes. On en trouvait 2 types. Les kibaï étaient des contes longs demandant une attention particulière de la part de ceux qui les écoutent. Ils mettent en scène des animaux ou des hommes qui se confrontent sur le terrain de la vie animale ou sociale, le village constituant la plupart du temps le cadre traditionnel. Le deuxième type s'appelle des solms coésés. Ils prennent la forme de contes courts, sous forme de devinettes. Ils sont quasi impossibles à traduire et c'est pourquoi nous nous intéresserons plutôt au kibaï. Le conte mouse préféré de Fabolo était celui de 2 amis. Il commençait systématiquement sa première heure de cours avec cette histoire. Il était une fois 2 hommes, amis depuis très longtemps. Un jour, le plus âgé vint demander l'hospitalité à son jeune ami. Durant 2 saisons, il resta chez lui, nourri gratuitement. Le vieil homme donnait chaque jour une pièce au hasard à un des villageois, car il prétendait qu'il n'y avait pas plus important dans la vie que la générosité. Un matin, il dit à son ami qu'il était temps pour lui de partir et de retrouver son village. Au moment de se dire au revoir, il offrit une graine de calebasse à son jeune ami en guise de remerciement. « Comment ?» dit ce dernier. « Je te nourris pendant des jours et des jours gratuitement, tu donnes toute ta fortune aux autres villageois et tu m'offres une simple graine en remerciement ? Bah, et ne reviens jamais, tu n'es pas un vrai ami. » Et il jeta la graine au sol. Sa femme, voyant la scène, ramassa la graine et supplia son mari d'accepter le cadeau de son ami. « Cela va te porter malheur, s'il te plaît, prends-la. » Mais le mari refusa et jeta de nouveau la graine au sol. Alors la femme récupéra la graine en secret et alla la planter au fond du jardin, bien à l'abri des regards. Quelques mois plus tard, la graine s'était transformée en un magnifique calebassier, et d'énormes calebasses avaient poussé. Elle en coupa une et la ramena à son mari. « Regarde, dit-elle, c'est la graine de ton ami qui nous a donné cette jolie calebasse. »« Je n'en veux pas, » lui répondit-il sèchement. La femme ouvrit la calebasse en 2 et à l'intérieur se trouvait une dizaine de pièces d'or. Elle retourna vite en chercher une autre et la même chose se reproduisit. Le mari, étonné par ce miracle, lui ordonna d'aller couper toutes les autres calebasses et de les lui ramener. La femme refusa, en disant qu'elle lui appartenait, vu qu'il avait refusé dès le début de s'en occuper. Ils allèrent trouver le chef du village pour expliquer leur désaccord. Le chef du village statua en disant que ces calebasses appartenaient bien à la femme et qu'il avait été bien stupide de refuser un cadeau si précieux d'un ami. Le mari repartit bien malheureux de n'avoir eu confiance en son vieil ami
et de n'avoir su écouter les conseils de sa femme. Il se jura désormais de ne plus jamais remettre en question une action ou une parole qui venait d'une personne chère à son cœur. Fabolo souhaitait que chaque jeune du village comprenne l'importance du groupe, de l'entraide et de la confiance. Il était primordial d'écouter les conseils des anciens, de respecter la parole des êtres aimés et surtout d'avancer ensemble. Dans son groupe d'élèves, il s'était pris d'affection pour Kaya, un jeune homme dégourdi et avec une sacrée soif d'apprendre. Il se retrouvait en lui et se revoyait sur ses premiers jours d'école. Il espérait secrètement qu'il prenne un jour son relais comme professeur du village. Quand il n'était pas en train d'instruire tous ces jeunes têtes pensantes, Fabolo passait la majeure partie de son temps à écrire des contes. Le soir, lors du rassemblement, il les racontait au reste du village et tout le monde appréciait. Et tout le monde appréciait énormément ce moment. Chaque histoire était une ouverture à la philosophie. Il rêvait un jour d'être reconnu dans son pays comme conteur officiel. C'était un immense honneur au Burkina Faso. Les gens se rappelleraient de lui sur plusieurs générations. En attendant, il était déjà reconnaissant de passer chaque jour de sa vie à faire ce qu'il aimait, transmettre, partager, questionner. Puis un jour, il fit la connaissance de ma sœur. Il fut sacrément bousculé par toute sa théorie sur le monde. Il avait rarement vu quelqu'un d'aussi pessimiste. Il aurait pu directement baisser les bras, mais c'était mal connaître Fabolo. Prit-il cela comme un défi, une mission ? Il n'empêche qu'il se fit la promesse de changer un peu le regard de ma sœur avant son retour en France. Leurs premiers échanges furent houleux. Ma sœur n'était pas prête à se laisser dicter une façon de penser aussi facilement. Fabolo comprit vite qu'il ne fallait pas y aller en frontal avec elle, de peur d'y laisser son esprit et ses nerfs. Il décida à travers des randonnées, des travaux, de mettre ma sœur devant l'évidence du bien fondé de sa sagesse. Petit à petit, elle accepta de lui faire confiance et de prendre en compte ses conseils. Chaque semaine, elle était un peu plus ouverte aux autres, un peu plus souriante. Un soir, Fabolo annonça fièrement aux villageois que ce soir ce ne serait pas lui qui raconterait un conte, mais bien ma sœur. Nous étions tous tellement surpris. Elle prit la parole, d'abord timidement, puis vite concentrée sur son histoire, elle mit de plus en plus d'intensité. Son histoire était captivante, et je ne connaissais pas autant de talent à ma sœur, ni autant d'esprit. J'étais tellement fière d'elle. J'étais surtout très heureux de la voir enfin avoir confiance et apprécier le monde qui l'entoure. Décidément, ce village nous changeait tous les uns après les autres. Quand nous étions petits, on s'entendait très bien. Trop bien même, selon mes parents. Chacun entraînait l'autre dans ses bêtises, et même si on se faisait punir, le plaisir d'être complice dans ces moments-là nous donnait que très peu d'envie d'arrêter. Puis Elisa est rentrée au lycée. À cette époque, je prenais encore la peine de l'appeler par son prénom. Aujourd'hui, ce n'est plus que ma sœur. Une sorte de façon de remémorer à tous le lien imposé qu'il y a entre nous. Il y aurait bien longtemps que je ne m'embêterais plus à aller vers elle si c'était juste une fille de ma classe. À la fin de la seconde, ma sœur avait complètement changé de personnalité. Je mettais ça sur le compte de nouvelles fréquentations et je pris vite la décision de m'éloigner d'elle. Elle ne voulait pas faire d'efforts pour être agréable, eh bien soit, qu'elle reste seule enfermée dans sa chambre à faire je ne sais quoi. C'était déjà un calvaire de la supporter à table, dans la voiture. En fait, c'était surtout le matin au petit déjeuner jusqu'au moment du coucher. Tout était, je dis bien absolument tout, était nul à ses yeux. Rien ne valait la peine de faire le moindre effort. Sortir de la maison ? À quoi bon ? Elle avait même arrêté le sport, elle qui adorait le tennis encore l'année dernière. Il fallait voir mes parents lui proposant un panel d'activités dignes d'un club med et essuyer refus après refus sans perdre espoir qu'elle finisse par dire oui un jour. Ma mère finissait par craquer et l'emmenait presque de force vers les boutiques avec elle. Elle revenait épuisée une heure après, tellement ma sœur l'avait inondée de propos pessimistes, de remarques désobligeantes et de soufflements appuyés.
Mes parents lui avaient proposé d'aller voir un psychologue, de partir un peu en vacances dans la famille, d'inviter des copines à dormir le week-end. Rien ne semblait fonctionner. Nous avions tous plus ou moins accepté cette nouvelle Elisa et nous attendions patiemment que cette fameuse crise identitaire passe un jour. Seulement ce qu'on ignorait, c'était la vraie raison qui l'avait poussée à ce changement radical. Dès le premier mois au lycée, un groupe de filles l'avait prise en grippe et faisait vivre à ma sœur un véritable enfer en dehors des heures de cours. Brimades, menaces, bousculades, il n'y avait pas un jour où elle n'était pas la risée de la classe, puis des secondes, et pour finir par être celle du lycée entier à la fin de l'année. Elle aurait aimé en parler, mais les filles avaient été très claires. Si cela arrivait aux oreilles des parents, elle serait battue jusqu'à ce qu'elle n'ait plus une dent qui tienne en bouche. Il y avait même un garçon de sa classe qui l'avait menacée de la violer dans les toilettes si elle osait se plaindre à un surveillant. Elle n'avait aucune issue, aucun allié sur place. Elle aurait tellement voulu que mes parents comprennent d'eux-mêmes, qu'ils appellent le collège, qu'ils mènent l'enquête. Au lieu de cela, ils multipliaient les moments famille insupportables pour elle qui ne pouvaient rien dire de son mal-être. Elle finit par se renfermer seule dans sa chambre, seul endroit où elle pouvait un peu souffler et tenter d'oublier quelques minutes cette spirale infernale dans laquelle on l'avait plongée sans qu'elle ne puisse se défendre. Quand je finis par lui tourner le dos, elle comprit qu'il n'y aurait pas de miracle. Elle devait vivre ça au quotidien jusqu'à ce que ses filles se lassent ou ciblent une nouvelle victime. Elle était tellement en colère contre nous. Elle était aussi en colère contre les professeurs qui ne voyaient rien, contre les autres parents qui n'ouvraient pas les yeux sur la cruauté qui existait chez leur enfant. Elle finit par en vouloir au monde entier, de laisser faire de telles injustices et que partout on baisse les yeux pour ne pas être trop gêné par la souffrance des autres. Il y a certains matins, la peur d'aller au collège la paralysait presque. Elle passait ses nuits à alterner cauchemars et insomnie. Son corps, son esprit, son âme étaient épuisés par tant de tourments. Les autres adolescents passaient tellement de temps à la dévaloriser qu'elle finit par y croire. Comment désormais avouer à ma mère ce qu'elle subissait depuis des mois? Ma mère si forte, si courageuse, elle n'était pas digne d'être sa fille. Comment m'avouer à moi, son petit frère aux 10 000 copains, qu'elle n'avait pas réussi à se faire ne serait-ce qu'une seule copine? Et puis, ne devait-elle pas montrer l'exemple en tant qu'aînée? Avait-elle réellement le droit de me livrer une vision aussi cauchemardesque du lycée? Certes, elle était en colère contre moi, mais elle m'aimait bien plus et se devait de me protéger. Quand mes parents lui apprirent que nous partions plusieurs mois au Burkina Faso, elle sentit un vent de liberté arriver. Elle se foutait complètement de la destination. La perspective d'être loin de ces pestes pendant plusieurs mois la remplissait de joie. Avec un peu de chance, elle serait passée à autre chose lorsqu'elle reviendrait et elle pourrait enfin avoir la vie tranquille. Elisa ne dit rien de tout cela à mes parents évidemment. Elle redoutait les questions et prit la décision de cacher son enthousiasme au maximum. Tout changement trop brutal serait suspect. Il fallait la jouer fine. Elle mentait sur son état depuis si longtemps qu'elle ne fut pas en grande difficulté de continuer encore quelque temps. Une fois arrivée à Tiébélé, cela apparut plus gênant. Elle avait tellement envie de sortir, d'aller parler à tous ces jeunes, de profiter de chaque minute de calme et de légèreté. Dès la première semaine, elle profita de la nuit pour se glisser hors de chez nous et découvrir les rues du village. Ce fut lors d'une de ces escapades qu'elle rencontra Kaya. Il avait 18 ans et faisait bien 15 cm de plus qu'elle. Elle avait rarement vu un garçon aussi beau. Un peu intimidée, elle décida tout de même de s'asseoir à côté de lui et se présenta. « Je m'appelle Elisa et je suis arrivée il y a un peu moins d'une semaine avec mes parents et mon frère. »« Je sais, » plaisanta Kaya, « vous ne passez pas inaperçue dans le village. »« Oui, c'est évident. Je n'ai pas trop réfléchi à ce que je disais, » dit toute penote ma sœur. « Allons bon, aussi mignonne et sans cervelle? J'ai du mal à y croire, » répliqua Kaya. « C'est gentil, ça, » murmura ma sœur. « Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu quelque chose de positif à mon sujet. » Ma sœur finit difficilement sa phrase et fondit en larmes. Kaya la prit immédiatement dans ses bras. Il fut le premier surpris de sa réaction. Se retrouvant dans une situation si intime avec une parfaite inconnue. Ils ne se connaissaient pas, à peine quelques phrases et regards échangés, mais au plus profond de lui, quelque chose lui murmurait qu'il y aurait quelque chose de fort entre eux. Il ressentait une énorme douleur en elle et avait envie de la protéger. Elisa, envahie d'angoisse et de soulagement de voir enfin quelqu'un à ses côtés, finit par craquer. Elle lui raconta tout.
Cela ne pourrait logiquement jamais arriver jusqu'en France. Elle ne craignait donc rien. Et puis, il y avait quelque chose dans les yeux de Kaya qui lui inspirait confiance. Il passa des heures à l'écouter. Il était sidéré de voir tout ce qu'elle avait pu subir sans tomber. Elle se voyait faible, il avait rarement vu quelqu'un d'aussi fort. Elle se disait nulle, il était admiratif de sa maturité et de son intelligence. Il était clair qu'elle n'était pas en mesure de l'entendre ce soir-là. Il fallait qu'elle arrive d'abord à sortir toute cette peur, cette souffrance, cette colère qu'elle avait emmagasinée ces derniers mois. Ils passèrent toute la nuit ensemble, assis sur ce muret, alternant des moments de discussion et de gestes tendres. Par moments, il lui caressait les cheveux, d'autres, il la serrait fort contre lui, d'autres encore, il massait doucement les paumes de sa main. Il finit par l'apaiser un peu et la raccompagna chez elle, lui faisant promettre de se rejoindre au même endroit le lendemain soir. 3 semaines passèrent ainsi. Chaque soir, ils se voyaient en cachette quelques heures et refaisaient le monde. Kaya, jeune futur chef du village, se devait d'être toujours fort et courageux aux yeux des autres. Aux côtés d'Elisa, il se permettait d'être tendre. Il lui parlait de ses propres peurs, de ses moments de doute. Un soir, il lui dit qu'à certains moments, le poids de ses responsabilités lui pesait tellement qu'il avait l'impression qu'il ne pourrait plus jamais se relever. En plus de son futur rôle de chef, Fabolo, le professeur du village, lui demandait de devenir son apprenti. Ce n'était pas impossible ici d'avoir plusieurs casquettes, mais c'était encore plus de responsabilités et il ne savait pas s'il était en capacité d'assumer autant de choses en même temps. Elisa se sentait tellement stupide de s'être laissée embêter toute l'année quand elle entendait les vrais problèmes de Kaya. Elle aurait pu changer de lycée, demander à partir en internat. Elle se rendait compte maintenant qu'elle aurait pu trouver d'autres solutions. Ce fut quelque temps après cette réflexion qu'elle finit par accepter de suivre Kaya dans un des cours de Fabolo. Et tant pis si nos parents semblaient surpris par cette démarche. Elle en avait marre de faire semblant, marre d'avoir peur, de se cacher. En revanche, elle ne se sentait pas encore prête à nous en parler. En tout cas, elle était d'accord pour recommencer à profiter de la vie en journée et en société. Et ça, c'était une sacrée avancée. Ils s'étaient bien trouvés ces deux-là, chacun puisant dans la force de l'autre, admirant réciproquement leur courage, leur volonté. Ils s'aimaient et se voyaient sans filtre, sans faux semblant. Ils s'acceptaient pleinement. Elisa se livra à nous quelques jours avant que l'on rentre en France. Sur le moment, elle serra la main de Kaya tellement fort qu'on le vit pour la première fois plisser les yeux de douleur. Ma mère se mit à pleurer dès les premières phrases. Comment avait-il pu passer à côté de tout ça? Sa petite fille, son bébé, son sang, qui avait bien pu lui en vouloir aussi gratuitement? Mon père prit la décision qu'elle ne remettrait jamais les pieds dans ce lycée. Il demanderait un rendez-vous au directeur pour lui expliquer ce qu'il s'était passé tout au long de l'année dans son établissement sans qu'aucun professionnel n'intervienne. Il ne fallait pas que ses filles puissent recommencer à harceler quelqu'un ou que ce genre de situation puisse se reproduire. Ma sœur leur demanda pardon d'avoir mis autant de temps à réagir. Mes parents lui expliquèrent qu'elle n'avait certainement pas à s'en vouloir. Elle n'était fautive en rien dans cette histoire. Quant à moi, je restais silencieux et pensif. Je l'avais abandonnée, jugée, lui avais crié dessus les pires insultes. J'avais finalement participé à ce harcèlement au lieu de lui tendre la main. On pouvait me décerner la médaille du pire frère de l'année. Elle ne m'en voulait même pas. C'était encore plus difficile à concevoir. Je voulais retrouver ses filles, leur faire subir les pires choses. Elisa se mit en colère et me fit promettre de ne pas me rabaisser à cela. J'étais un gentil et elle voulait que je le reste. Pour elle, c'était comme si ses filles gagnaient une nouvelle fois, si elles arrivaient à me faire basculer dans leur monde de noirceur. Je comprenais ce qu'elle voulait dire par là, même si une partie de moi restait tout de même très en colère de n'avoir d'autre choix que de rester impuissant face à tout cela. Il était clair que nous allions avoir besoin de temps pour nous retrouver, reconstruire cette unité familiale qui existait encore il y a 1 an. La seule certitude que nous avions désormais, c'est que plus personne ne réussirait à se mettre entre nous. Le village nous avait prouvé à maintes reprises que l'unité, le partage et l'amour nous transportaient bien plus loin que là où on avait espéré aller à la base.
Imaginez dès votre naissance que chaque jour de votre vie soit déjà écrit, choisi et pensé à votre place. Chaque décision qu'il peut y avoir à faire est décidée par un conseil. On vous dit quoi faire, comment vivre, comment réfléchir. Chacun de vos mouvements est surveillé et vous devez de montrer l'exemple la moindre minute qui s'écoule. C'était la vie que Kaya avait toujours connue. Il était né fils de chef du village. Pas de n'importe quel village. À Thiébélé, le chef du village était aussi considéré comme un des rois du Burkina Faso. Son père, Sa Majesté Pouahoué, était connu dans tout le pays. En choisissant ce nom, il plaçait son règne sous la protection de la divinité des chefs coutumiers Kassena. Kaya réfléchissait souvent au nom qu'il choisirait pour succéder à son père. Depuis tout petit, il s'était habitué à rester assis auprès de son père quand au même moment les autres enfants jouaient insouciants au ballon. Puis il avait appris à rester calme, debout, derrière le conseil, alors que les autres jeunes dansaient et riaient. Et maintenant qu'il était en âge de s'intéresser aux filles, voilà qu'il passait tout son temps à imaginer quel roi il voulait être. Il n'avait pas l'impression de subir sa vie, il comprenait l'incroyable privilège qu'il avait. Seulement, certains instants, il rêvait aussi d'un peu plus de liberté. À ses 14 ans, on le prépara à passer les épreuves du pouvoir. C'était la tradition. La filiation lui donnait le droit de prétendre à être chef, mais lors de ces épreuves, les autres jeunes du village se confrontaient à lui pour qu'il puisse aussi prouver qu'il en était digne. Il pourrait ensuite choisir les plus braves d'entre eux pour siéger au conseil à ses côtés. Fallait-il encore qu'il arrive vainqueur ? Les épreuves comportaient de nombreuses difficultés et il fallait faire preuve à la fois d'intelligence, de force, de courage et de logique. La première épreuve consistait à passer une semaine seul dans la savane, sans eau ni nourriture. Le but étant de démontrer qu'on pouvait se débrouiller loin du confort du village et trouver comment survivre dans un milieu hostile et pauvre. Kaya avait déjà à plusieurs reprises passé des jours reclus afin de s'y préparer. Il savait comment trouver du manioc, connaissait les points d'eau des alentours. Il repérait rapidement les différents bruits d'animaux. Il était très habile pour se cacher et monter aux arbres. Il avait aussi habitué son corps à dormir peu, en saccadé, afin d'être vigilant le plus souvent possible. Plusieurs jeunes avaient abandonné dès les 3 premiers jours de l'épreuve. Il n'avait été que 2 à finir la semaine, et cela avait mis Kaya en confiance. La deuxième épreuve était basée sur la force et l'endurance. Chaque adolescent se voyait attribuer un sac rempli de cailloux et une jarre d'eau. Il fallait parcourir 10 km le plus rapidement possible, le sac de cailloux sur le dos, en renversant un minimum d'eau contenue dans la jarre. Évidemment, le parcours était semé d'embûches. Il fallait passer en dessous de troncs d'arbres, grimper des palissades, ramper sous des cordes. C'était épuisant physiquement et mentalement. Kaya sentait ses jambes trembler d'épuisement. Il savait qu'il atteignait ce moment où seul le mental pouvait continuer de le faire avancer. Abandonner ? Pour faire quoi d'autre ? Toute sa vie consistait à devenir le futur chef. Il ne savait penser qu'à travers cela. L'échec était donc inenvisageable. À bout de force, il entamait le dernier kilomètre lorsqu'il vit son ami d'enfance tomber de fatigue. Issa était comme un frère pour lui et il le voulait à ses côtés au conseil. C'était un garçon plein d'esprit, d'une intelligence remarquable lorsqu'il s'agissait de gérer l'urbanisme du village. Il était hors de question qu'il échoue aujourd'hui. Il prit son ami par la main et lui dit qu'ils marcheraient ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée, peu importe s'il ne parvenait pas à être le premier. Il refusait d'être ce genre de chef qui abandonne les gens sur son passage pour sa propre gloire. 2 jeunes passèrent devant eux et les voyant bras dessus bras dessous, firent demi-tour. Ils se placèrent juste derrière eux, puis se mirent aussi à marcher doucement. Il vint encore un autre qui fit exactement la même chose. En silence, les mots n'étaient pas utiles. Chacun savait le sacrifice que faisait Kaya à ce moment-là, et tous voulaient le soutenir dans cette générosité. Ils passèrent la ligne d'arrivée ensemble et furent acclamés par l'ensemble du village. Ce soir-là, Kaya s'endormit paisiblement, malgré la douleur qui parcourait chacun de ses muscles. La victoire n'était pas encore acquise. Le lendemain promettait une nouvelle épreuve tout aussi dure. Il avait vu son père plus tôt dans la soirée, mais celui-ci ne lui avait dit mot. Au fond de lui, il était fier d'avoir réagi ainsi. Seulement, cela n'était peut-être pas perçu de la même façon pour le conseil. Peu importe, il valait mieux être en accord avec sa conscience que de gagner en se sentant honteux. Au petit matin, les sages rassemblèrent les jeunes du village, toujours en lice, sur la place centrale. Ils leur donnèrent à chacun un thème philosophique.
Ils avaient 2 heures pour préparer un discours afin de convaincre l'ensemble du conseil du bien fondé de leurs pensées. Kaya avait eu comme thème « La liberté humaine est-elle limitée par la nécessité de travailler ?» Ironie du sort, où les sages savaient ce qui le tourmentait au plus profond de lui. 1 heure déjà qu'on lui avait imposé ce sujet et sa feuille restait désespérément blanche. La panique commençait à le gagner. Peut-être certains hommes n'étaient pas faits pour profiter de moments de liberté. Leur sacrifice permettait aux autres d'en profiter. Mais pouvait-on être un bon roi si au fond de soi on était malheureux ? D'un autre côté, comment demander des efforts aux villageois par temps dur si le roi lui-même jouissait de moments de plaisir et d'oisiveté ? Il ne savait pas comment s'en sortir. Cette question le mettait en réelle difficulté. Issa vint s'asseoir à côté de lui et lui dit « Tu sais, beaucoup de choses nous sont imposées pour le bien du groupe. Mais hier, tu as fait ton propre choix. Personne ne t'a demandé de venir m'aider. Ton cœur l'a décidé. Être libre d'aimer, être libre de choisir mes amis. » « Tu as raison, répondit Kaya. Beaucoup de choses ne sont pas en lien avec le travail et sont de vrais choix propres à chacun. Mais est-ce seulement cela, la liberté ? Avoir la possibilité de faire des choix ? La liberté est là où tu veux l'avoir, poursuivit son ami. Ton père passe beaucoup de temps au travail parce qu'il tient à être au courant de chaque décision prise par le conseil. Peut-être que tu accepteras de faire plus confiance et de déléguer certaines tâches. Évidemment, s'exclama Kaya. J'ai toute confiance en toi et aux autres. Il y a nombre de sujets où vous êtes bien plus compétent que moi. Je ne me permettrai pas de venir contrôler votre travail. Tu seras roi, dit doucement Issa. Tu seras au-dessus de tout. Peu importe ton comportement, nous serons obligés de nous y soumettre. Eh bien, je refuse d'être ce genre de roi, s'énerva Kaya. Vous ne serez pas en dessous, mais à mes côtés, et nous ferons en sorte tous ensemble de prendre soin de Tiebélé. Tu viens de trouver ta propre liberté, mon ami, dit Issa, le sourire aux lèvres. Kaya remercia son ami. Il savait enfin comment aborder son thème. Il rejoignit les anciens une fois le temps écoulé. Il proposa un discours sincère, rempli de sagesse et de doute. Il savait que la vie avait encore tant à lui apprendre sur ce genre de sujet, mais il se devait de défendre d'ores et déjà ses convictions. Celles-ci évolueraient sûrement au fil du temps, s'étofferaient ou se renforceraient. Le conseil fut impressionné par son humilité et son intégrité. Il n'avait jamais été à l'aise pour se livrer, pour exprimer ses propres pensées. Mais demandait-on un surhomme comme chef de village ? Personne n'était parfait. Reconnaître ses failles était une grande preuve de maturité. Asseoir ses positions aussi. La dernière épreuve approchait enfin. Kaya n'avait plus qu'une envie que cela se termine. Cela lui paraissait surréaliste que son avenir entier repose sur une seule et unique semaine. S'il devenait chef, il modifierait cela. Les épreuves seraient plus espacées, elles prendraient en compte le mérite et la régularité. Tout le monde pouvait avoir ce que l'on appelle un jour sans. Cette semaine ne laissait pas de place pour cela, et c'était injuste. Kaya détestait l'injustice. Le matin de la dernière épreuve, il se retrouva confronté au choix le plus difficile de sa vie. Son petit frère était malade. Ses parents devaient assurer leurs tâches quotidiennes. Devait-il faire passer sa famille avant son envie de réussir premier ? Son père ne serait-il pas déçu s'il restait à la maison ? Le serait-il s'il décidait de partir en laissant seul son frère à la maison ? Ce sont les pleurs de ce dernier qui finirent par avoir le dessus, et il s'assit à côté de lui, au bord du lit, pour lui raconter une histoire afin de l'apaiser. Depuis qu'il était né, ils avaient une relation particulière. Il avait souvent été le seul à calmer ses pleurs et ses colères. Il devait d'ailleurs régulièrement surveiller qu'il ne soit pas en train de le suivre quand il savait qu'il allait sur des chantiers dangereux. La mère de Kaya avait beau garder un œil dessus. Madi était un petit garçon malin et rapide. Il trouvait toujours un moyen d'échapper à sa vigilance. Kaya aimait passer du temps avec lui et prenait déjà à cœur de lui transmettre sa jeune expérience de la vie. Un peu plus tard dans la matinée, sa mère revint chercher Madi. Ne le voyant pas la rejoindre, elle s'était inquiétée. Quel ne fut pas le choc quand elle vit Kaya toujours présent chez eux. « Ton épreuve, mon fils ?» interrogea sa mère. « Cela devrait déjà être en cours ?» « Je le sais, répondit Kaya. Seulement Madi est malade, et je ne voulais pas le laisser seul. Vous étiez déjà parti lorsqu'il s'est senti mal. Il m'a fallu faire un choix. »« Va vite les rejoindre !» s'empressa de répondre sa mère. « Explique aux anciens ta mésaventure et demande-leur de passer l'épreuve. »« Ce n'est pas une mésaventure, » rajouta sèchement Kaya avant de partir. « Mon frère avait besoin de moi. » Lorsqu'il arriva au niveau du conseil, l'épreuve venait de se terminer.
C'était Issa qui l'avait remporté. Il était fier de son ami. Au fond de lui, il était un peu triste de ne pas avoir pu être là, lui aussi, mais il savait qu'il avait pris la bonne décision. Il préféra ne rien dire au conseil et seulement s'excuser de son absence. Quelque peu étonnés de cette situation, ces derniers prirent la décision de se rassembler le soir même pour discuter entre eux. Le lendemain soir, le conseil rendit son verdict. « Cette année, nous avons la chance d'être entourés de beaucoup de jeunes avec de nombreuses qualités, » prononça son père devant tout le village. « Nous sommes particulièrement fiers de 2 d'entre eux. Chacun à leur manière ont su prouver leur courage, leur force, leur intelligence et leur bienveillance. Ils ont su faire passer le collectif avant leurs propres ambitions. Ils ont su choisir l'amour avant leur intérêt. Kaya, mon fils, viens à mes côtés. Issa, fils d'Otto, joins-toi à nous. Je suis fier de vous, le conseil entier est fier de vous. Nous sommes sereins de savoir le village entre vos mains lorsque nous ne serons plus. » Kaya était tellement heureux d'avoir réussi ce rite de passage. Une part de lui sentait le poids des responsabilités arriver, l'autre était confiante pour la suite. Issa serait là, les autres membres du conseil aussi. Depuis tout petit, il n'avait jamais pris en compte que le village ne se dirigeait pas seul. Il serait certes le roi à qui revint l'ultime décision, mais seulement lorsque le conseil ne serait pas en mesure de rendre un verdict, ce qui n'arrivait que très rarement. Les semaines qui suivirent, Kaya demanda au conseil si Issa, ainsi qu'Amidou et Samira, pouvaient désormais suivre les cours avec lui afin d'être le plus apte possible lors de la passation de pouvoir. Son père fut d'abord surpris de la demande de son fils, car c'était la première fois qu'une femme était proposée pour faire partie du conseil. Elle n'avait pas participé aux épreuves, on ne savait donc pas ce qu'elle valait. Et puis, ne serait-elle pas trop occupée plus tard à élever ses enfants ? Kaya répondit qu'elle ne le serait pas plus qu'un homme, en sachant que l'éducation devait venir des 2 parents. Le conseil resta silencieux. Décidément, ce jeune était brillant. Il devait lui laisser de la place pour évoluer. C'est ainsi que les sages du village acceptèrent sa requête. Le groupe d'amis devint inséparable et c'est sans préjuger que quelques années plus tard, ils vinrent nous accueillir à bras ouverts. Issa est né à Thiébélé. Son père, Otto, siège au conseil et sa mère fait partie des couturières du village. Il est, depuis son plus jeune âge, le meilleur ami de Kaya. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, Issa a passé les épreuves aux côtés de son ami afin de prétendre à un siège au conseil. Ce n'est pas réellement par envie qu'il a accepté de participer aux épreuves. La pression exercée par son père, mêlée au sentiment de trahir son ami s'il refusait, ne lui laissa que peu de place pour son propre choix. Pensant que cela ne changerait finalement pas grand-chose à sa vie avant de nombreuses années, il s'était laissé embarquer dans l'aventure. Il fut quand même très fier de réussir les épreuves. Lorsque, quelques semaines après, Kaya vint le chercher pour commencer les cours avec le conseil, Issa comprit qu'il devrait se mettre au travail dès maintenant. Quelque peu en colère contre son ami d'enfance, il se rapprocha doucement d'Amidou, le fils d'Awa. C'était un garçon avec un sacré sens de l'humour et un énorme poil dans la main. Il passait ses journées à esquiver les corvées. Le soir, Issa le rejoignait. Tous les deux, à l'écart des autres, ils prenaient plaisir à regarder les étoiles en fumant un joint ensemble. Issa aimait cette sensation de planer. À chaque fois qu'il demandait à Amidou d'en fumer un deuxième, celui-ci lui répétait que ce n'était pas utile. Issa ne pouvait insister. Ce n'était pas à lui, et il n'avait pas d'argent pour en acheter. Il finit par mettre des sous de côté en travaillant avec Awa sur divers chantiers. Chaque soir, il continuait à aller fumer avec Amidou, mais lorsque ce dernier partait se coucher, il restait là à continuer à fumer seul. 1, puis 2, puis 3. Les jours passèrent et Issa se mit à fumer en cachette la journée. Les cours qu'il suivait aux côtés de Kaya devenaient de plus en plus difficiles à suivre. Il avait des difficultés à se lever le matin. On lui reprochait systématiquement d'être en retard, d'être lent, de manquer de motivation. Issa en avait plus que marre des reproches continuels. Sa vie était déjà assez compliquée pour que ses propres amis le dénigrent.
Un soir, Kaya lui parlait avec beaucoup de colère. Il était déçu du comportement de son ami. Il ne le reconnaissait plus. Où était passé ce jeune homme courageux qui avait passé les épreuves à ses côtés? Que lui arrivait-il? Issa ne répondit pas et finit par s'isoler encore plus. Même Kaya l'abandonnait. Puis un jour, il prit la décision de fuguer pour rejoindre Ouagadougou. Il tomba vite sur une bande de 4 garçons qui vivaient dans une sorte de squat. Leur vie consistait à voler la journée et faire la fête le soir. L'excès d'alcool et de cannabis rythmait ses heures d'insouciance. Issa se sentait enfin à sa place, surtout accepté. Il n'était pas forcément d'accord avec les vols, mais il fallait bien payer leur consommation. Vu qu'il n'avait pas d'autre idée pour gagner de l'argent aussi rapidement, il avait vite suivi ses copains dans leur escroquerie. Et si les premiers mois furent de vrais moments de liberté, il eut vite envie de découvrir d'autres drogues. Après tout, les autres garçons en prenaient régulièrement et ils semblaient aller très bien. Issa commença par la cocaïne, puis rapidement à prendre diverses pilules. Les lendemains étaient douloureux, et un de ses potes lui avait conseillé de prendre de l'héroïne pour éviter cette descente. Il était en pleine semaine de réflexion sur ce conseil lorsque ce même ami fit une overdose dans le squat. Ils avaient aussitôt alerté les pompiers. Malheureusement, le temps qu'ils arrivent, il était trop tard pour son ami. Issa avait vu ce jeune mourir devant lui, et la réalité était venue le percuter de plein fouet. Le lendemain, il avait appelé le village et demandé à parler à son père. Il n'y avait qu'un seul téléphone à Tiébélé. C'était Awa qui avait répondu, rassuré d'entendre la voix d'Issa. Il était vite allé prévenir Otto, son père, car le téléphone coûtait cher. Cela faisait 2 ans qu'Issa s'était enfui sans expliquer pourquoi. Il avait peur de perdre de nouveau le contact. Otto semblait peu surpris de l'appel. Il écouta silencieusement son fils pendant plusieurs minutes, puis lui dit enfin « Tu as fait un choix qui a mis la honte sur toute la famille. Débrouille-toi désormais, tu ne représentes plus rien pour moi. » Il raccrocha le téléphone, puis repartit en direction de sa maison. Awa avait tout entendu. Il était sous le choc. Comment pouvait-on tourner ainsi le dos à son propre fils? Il ne lui fallut que peu de temps pour prendre la décision d'aller à la recherche d'Issa. Son fils Amidou lui avait avoué pour le cannabis. Une partie de lui culpabilisait que cela soit la raison de son départ. Il rassembla une bonne partie de ses économies. Le lendemain, il posait ses valises dans un hôtel miteux de Ouagadougou. Il lui fallut 2 bonnes semaines et des heures à questionner chaque jeune rebelle dans les rues avant qu'il ait enfin une information valable sur Issa. Il avait changé de squat et de groupe de potes. Les jeunes le craignaient. Qu'avait-il bien pu faire? Issa crut à un délire lié aux nombreuses drogues encore présentes dans son sang lorsqu'il vit apparaître Awa. Quand il comprit qu'il était bien réel, il fut pris subitement d'une envie de vomir. Il se sentait honteux. Il ne voulait pas qu'il le voie comme ça. Awa se mit à pleurer. Il le prit dans ses bras tout en le suppliant de revenir au village. Issa le repoussa. Il ne voulait pas revoir son père. « Ton père te pardonnera, laisse-lui le temps », dit Awa pour le rassurer. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas à lui de me pardonner. Tu ne sais pas qui il est réellement. Le nombre de bleus que j'ai dû cacher toute mon enfance peut te donner une infime idée de ce dont il est capable. »« Otto te frappait ?» dit Awa, encore en train de réaliser ce qui venait d'être dit. Il me rabaissait, m'autorisait seulement à finir les restes de nourriture 1 fois par jour. Toute ma jeunesse, j'ai vécu dans la peur, dans l'attente d'un geste tendre, dans la souffrance. Reviens au village, Issa, s'il te plaît. Pour te soigner, en priorité, puis pour expliquer au reste du conseil les agissements de ton père. Il doit être jugé et payé pour tout le mal qu'il t'a fait. Tu viendras au début à la maison de la confiance, puis je t'hébergerai chez moi. Tu resteras la journée avec moi à travailler sur les chantiers. Je ne te lâcherai pas, crois-moi. Issa se mit à pleurer à son tour et s'effondra dans les bras d'Awa. Il voulait retourner à Tiébélé, voir sa mère, ses frères et sœurs, Kaya, son frère de cœur, son meilleur ami. Comment allait-il pouvoir affronter son regard? Le 1er mois de son retour, Issa resta enfermé dans la maison de la confiance. Il refusait la visite de Kaya. Il n'était pas prêt à entendre toute la déception qu'il devait avoir. Il savait qu'il allait devoir sortir la semaine prochaine pour commencer à travailler sur les chantiers d'Awa. Forcément, il finirait par le croiser. Alors un soir, il prit son courage à 2 mains et alla jusqu'à la maison de son ami. Kaya le vit du bout de la rue. Il courut vers lui et le prit dans ses bras si fort qu'Issa dut lui dire de faire plus doucement. Toutes les drogues l'avaient considérablement affaibli et il lui faisait mal. «
Hawa m'a raconté la raison de ton départ, commença Kaya. Je m'en veux tellement de ne pas avoir vu ce que tu subissais pendant toute notre enfance. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? J'avais peur qu'on ne me croie pas, car tout le monde aimait mon père. J'avais aussi peur qu'il me tue s'il apprenait que j'avais osé en parler. Plus jamais de ta vie on te fera du mal, répondit Kaya, les mâchoires serrées de rage. Quelques mois plus tard, Issa allait bien mieux. Son père avait été jugé et condamné à l'exil. Il avait repris sa place dans son groupe d'amis. Il avait aussi demandé pardon au conseil afin de poursuivre les cours. Il avait beaucoup de retard sur les autres, mais Kaya lui avait promis de l'aider dès qu'il avait un moment de libre. Il était tellement reconnaissant envers Hawa qu'il oubliait la douleur lors des chantiers pour donner le meilleur de lui-même. Il l'avait sauvé et il le savait. Il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'il se détruise complètement dans ce satané squat. Lorsque nous arrivâmes au village, ma famille et moi, cela faisait maintenant 2 ans qu'Issa était loin de cet épisode sombre de sa vie. Il était redevenu ce jeune homme souriant et bout en train. C'est donc sans appréhension qu'il était venu nous accueillir. Le soir même, il était revenu vers moi échanger sur nos 2 pays. Nous avons tout de suite été amis. Il avait toujours la malice en lui. Il s'en servait désormais pour faire rire les plus jeunes. Sur ce domaine-là, j'étais expert. Il fut impressionné dès les premiers jours par le nombre d'idées que j'avais pour piéger les autres, avec gentillesse évidemment. Nous avons passé tout notre temps comme 2 jumeaux, inséparables. Juste avant mon départ, nous nous étions promis de nous écrire au moins 1 fois par mois. Nous étions conscients que les billets d'avion étaient hors de prix, mais nous espérions tout de même pouvoir nous revoir un jour. Cela me donnait une vraie motivation pour être plus sérieux en cours afin d'avoir un métier qui me permette de revenir rapidement. Quant aux mauvaises fréquentations, l'histoire d'Issa m'avait clairement dissuadé de me frotter à ce genre d'individus qui te maintiennent la tête dans l'eau lorsque tu tentes d'appeler à l'aide. Issa m'avait fait promettre aussi de venir en aide aux jeunes de mon collège que je sentais apeurés. Entre lui et ma sœur, je me devais d'être actif. Je sentais l'âme d'un sauveur naître en moi. C'était loin d'être désagréable. Je ne savais pas bien encore comment j'allais faire, mais promesse faite, je ne pouvais reculer. Je trouverais, quoi qu'il en coûte, ce moyen de faire le bien autour de moi. Mon père parle rarement de son enfance. Nous avions eu des bribes d'informations, ma sœur et moi, seulement pour expliquer rapidement pourquoi nous n'avions jamais vu nos grands-parents paternels. Mon père, Alex pour la famille et les amis, fut placé en foyer à 7 ans. Il y avait eu un signalement, de la part du médecin traitant, pour dénoncer des violences et des attouchements. C'était une histoire assez bizarre. Mon grand-père était visiblement à l'origine de tout cela, pourtant ma grand-mère avait pris sa défense à cette époque. Elle avait même supplié mon père de ne pas porter plainte contre lui. Elle avait choisi de rester auprès de son mari. Pour protéger son fils, elle le laissa aux services sociaux sans jamais venir le revoir. Je crois qu'il ne lui pardonnera jamais cette décision, peut-être parce qu'elle était incompréhensible pour lui. À la suite de ce placement, il fut ballotté de foyer en famille d'accueil. Les placements duraient rarement plus de 6 mois. Il était pourtant un enfant facile à vivre. C'était toujours une question administrative. Il s'était fait une raison et avait arrêté de croire qu'une famille finirait par s'attacher à lui au point de l'adopter. À 16 ans, il fugua loin de tout ça. Il vécut 1 an, seul, dans la rue. Son passé l'avait endurci. Le manque de confiance l'avait à plusieurs reprises protégé. Puis un jour, il rencontra Phil. Phil, c'est le patron de la boîte de jazz où se sont rencontrés mes parents. J'adore aller le voir. Il a toujours le sourire et plein d'anecdotes en poche. Il a surtout le cœur sur la main, en tout cas pour ceux qui le méritent comme il dit à chaque fois. Le jour où il a rencontré mon père, il venait de se faire planter par le énième serveur en quête de gloire. À la vue de l'état miteux de mon père, il s'était dit qu'il pourrait faire d'une pierre 2 coups, aider ce gamin et être tranquille pendant un moment dans son travail. Les premiers temps ne furent pas faciles. Il fallait l'apprivoiser, ce jeune.
Non pas que mon père créait des soucis, disons qu'il était plutôt un peu trop timide. On sentait qu'il avait pour habitude de ne pas prendre trop de place, s'effacer pour ne pas subir, sûrement. Phil était touché par ce gentilhomme et finit par apprendre sa triste histoire de vie. Petit à petit, il l'emmena avec lui un peu partout. Il l'invitait le week-end dans sa famille, prenait du temps pour lui apprendre le saxophone. C'était devenu son petit Alex. Il évitait les gestes tendres physiquement. Il sentait mon père sur la défensive dès qu'on le touchait. Il avait donc pris l'habitude de lui témoigner son affection par d'autres moments complices, des mots pour le féliciter, pour le valoriser. Il lui parut donc naturel de lui proposer l'adoption quelque temps plus tard. Phil voulait que mon père entende qu'il était capable d'être aimé comme tous les autres. Il valait tellement plus que la plupart des gens qu'il connaissait. Quelques années après son adoption, il rencontra ma mère. Avec l'amour de ses deux piliers, il se sentait plus fort. Il reprit ses études, travailla sans compter entre le bar et la faculté d'architecture. Ma mère disait souvent qu'il abattait le travail plus que 10 hommes. Il avait trouvé un équilibre et se sentait invincible. Puis ma sœur est née. Tout son passé revenait régulièrement le hanter. Il avait peur d'être un père, de mal faire. Il n'avait jamais eu d'exemple, ou le seul qu'il avait eu était le pire exemple qu'on puisse faire. Une fois de plus, Phil fut là pour le rassurer, le conseiller. Il était tellement présent que ma sœur l'avait à plusieurs reprises appelé papy. Après tout, il avait adopté notre père, c'était donc un peu notre grand-père. C'est incroyable ce besoin au fond de nous d'appartenir à un groupe, une famille, de connaître nos racines. La relation entre ces deux hommes nous avait prouvé que la famille est un concept. On y fait de la place pour qui on veut. Lorsque mon père reçut un matin la lettre d'Awa et Yacouba, il fut envahi d'émotions contradictoires. Il était surexcité par ce projet, avait peur que ce soit une folie. Impatient d'annoncer la nouvelle à ma mère, il redoutait aussi sa réaction. Devait-il déraciner ses enfants pour venir en aide à de parfaits inconnus ? Il avait certes fait il y a longtemps la promesse de tendre la main le jour où cela se présenterait, mais maintenant qu'il était père, il n'était plus seul dans l'histoire. Sa première réaction fut d'appeler Phil pour lui lire la lettre. Il savait au fond de lui les propos qu'il allait tenir. Il avait d'ailleurs lu dans sa jeunesse un livre écrit par un certain Jean-Paul Sartre. Ce dernier expliquait que nous étions toujours seuls face à nos choix. Pourquoi cela ? Parce que même quand nous discutons avec une personne de notre questionnement, nous avons dès le début choisi cette personne. Il avait donc tout à fait conscience ce jour-là que son choix d'en parler en premier à Phil était seulement une façon de se donner du courage pour annoncer la grande nouvelle à sa famille. Quel soulagement lorsqu'il vit Liliane, un immense sourire aux lèvres, virevolter dans la pièce de bonheur suite à l'annonce de ce projet. Il avait cependant bien remarqué que je n'étais de mon côté pas très emballée. C'était tellement facile de déstabiliser mon père. Dès qu'il sentait qu'on était déçu de ses décisions, il se remettait en question entièrement et perdait toute confiance en lui. Il avait de la chance qu'on ne soit pas ce genre d'enfant à profiter des failles des autres. Je fis donc, comme d'habitude, une sorte de sourire forcé, histoire de le rassurer. Je n'étais pas ravie du projet, mais je n'étais pas contre non plus. Cela suffisait à mon père. Il rejoignit ma mère sur la piste de danse improvisée. Il la serra dans ses bras et d'un regard malicieux l'entraîna dans un rock endiablé où ils finirent par casser la lampe du salon. J'aimais bien voir mes parents s'autoriser des moments de douce folie. Leur rire était dans ces moments-là presque enfantin. Ils étaient beaux. À partir de ce jour-là, mon père passa la plupart de son temps libre à préparer ce grand voyage. Il était impatient de découvrir Thiébélé, de mettre un visage sur ses correspondants. Le jour du départ, il n'avait presque pas dormi de la nuit. Il voulait que tout se déroule parfaitement pour nous. Cela lui mettait une énorme pression. Comme à son habitude, il n'en laissait rien paraître. Seuls quelques regards échangés avec ma mère laissaient percevoir sa nervosité. Une fois sur place, mon père se laissa guider par Awa et Yacouba. Il était curieux de tout. Il était évidemment venu pour aider sur le plan architectural, mais il voulait aussi découvrir le plus possible sur cette culture si différente de la nôtre. Les villageois l'appréciaient énormément. Il était toujours prêt à rendre service. Sa façon d'être et de penser n'était finalement pas si éloignée de celle d'ici. Chaque Burkinabé prenait donc le temps de lui expliquer leur travail, leurs coutumes, leurs croyances. Il était fasciné par tous ces échanges.
Il ne vit pas les mois passés et fut presque surpris quand il s'aperçut que la date du départ se rapprochait dangereusement. Il avait vu sa femme reprendre confiance en elle, sa fille sourire de nouveau. Même moi, mon regard avait changé sur le monde. Il allait en avoir des choses à raconter à Phil. Lui aussi avait changé. Il ne se voyait pas repartir à courir de grands projets en grands projets d'architecture sur Paris. Il voulait profiter de sa famille, être un peu plus près de ce qu'on nomme la Dolce Vita. Il réfléchissait secrètement depuis plusieurs semaines à un nouveau projet. Déménager dans le sud, dans une petite ville, et pourquoi pas monter une boîte de jazz. Mais pour ça, il attendrait son retour en France pour en discuter avec son mentor, son père d'adoption, son plus vieil ami. Il ne fallait pas toujours tout bousculer et certaines habitudes valaient la peine d'être maintenues pour toujours. Nous étions la veille du départ, et j'avais de sérieuses difficultés à dormir. Entre la peine que j'éprouvais à l'idée de partir et l'impatience de retrouver mon meilleur ami, mes pensées tourbillonnaient sans me laisser de répit. Les yeux fixant le plafond, je regardais un petit lézard qui paraissait complètement perdu. Il faisait de nombreux va-et-vient sans réelle logique. Le peu de clarté jouait peut-être sur ma vision, mais il me semblait reconnaître le même lézard qui avait, à notre arrivée, béni la maison. Était-il resté tout ce temps parmi nous sans qu'on y prête attention ? Accroché la tête en bas, le fameux petit lézard était bien ennuyé d'être ainsi observé par le jeune homme. Il avait beau tenter d'échapper à son regard en allant dans tous les sens, rien ne semblait fonctionner. Il avait passé ces derniers mois dans une solitude extrême. La tristesse avait fini par envahir tout son cœur et l'envie de vivre s'était peu à peu évanouie. Il faut dire qu'il passait son temps à bénir les maisons afin de protéger les autres et en retour, leur bonheur lui éclatait au visage sans le ménager. Toute cette joie, cet amour, face à son immense solitude, lui donnait l'impression de vivre sans arrêt, avec une multitude de petites aiguilles lui transperçant l'âme à chaque minute. Il ne supportait plus cette torture quotidienne. Il avait donc pris la décision d'en finir avec tout cela dès cette nuit. Seulement, ce jeune garçon qui s'entêtait à le fixer n'avait pas à être le spectateur d'un tel acte de désespoir. Quel exemple allait-il lui laisser ? Essayant de se défaire de son regard braqué sur lui, il persistait à marcher un peu partout au plafond. Et pourquoi diable cet enfant ne dormait-il pas à une heure aussi tardive ? Décidément, la vie s'acharnait contre lui. Il fallait être patient et attendre le moment propice. Il n'était plus à sa près. Il finit par se réfugier dans un angle de la pièce afin de garder un œil sur l'objectif. Au petit matin, je fus le premier levé de la maison malgré ma courte nuit. Un coup d'œil rapide en hauteur me fit apercevoir le petit lézard tout endormi, blotti dans un angle de ma chambre. Je sortis donc sans faire de bruit et courus jusqu'à chez Samira. Nous devions retrouver le reste de la bande d'amis sous le grand arbre. Il était prévu que nous passions un dernier moment tous ensemble avant mon départ. Ma mère, toujours le cœur sur la main, m'avait libérée des préparatifs pour la matinée. Elle s'occuperait de faire mes valises. Je n'aurais plus qu'à vérifier leur contenu avant de les charger dans la voiture. Je dois avouer que j'appréhendais fortement de retourner à ma vie d'avant. Les réseaux sociaux, le téléphone, le collège, je n'avais jamais pris conscience avant ce voyage à quel point la vie parisienne pouvait être oppressante. Tant d'informations à traiter minute après minute, tant de sollicitations sans possible échappatoire pour notre cerveau. À Thiébélé, les journées ne laissaient pas de place à la paresse. Les nombreuses tâches à effectuer imposaient régularité, force et efficacité. Physiquement, j'avais pris en masse et perdu mon petit ventre. À la place, se dessinaient désormais de jolis abdominaux. Il allait falloir s'inscrire à un club de sport pour éviter de perdre cela. Quant au mental, je ne m'étais jamais senti aussi léger. Ici, rien ne venait parasiter mes pensées au cours de la journée. Une fois le travail quotidien effectué, c'était place au rire et au loisir. La vie pouvait être si simple. Sûrement, un petit coin de paradis qu'il fallait absolument préserver. Comment ne pas être heureux en vivant ici ? Endormi. Comment ai-je pu m'endormir à un moment pareil ?
Ce n'est quand même pas tous les jours qu'on décide d'en finir. J'étais indiscutablement le lézard le plus pitoyable qui existe sur cette planète. Tout ça venait de ce maudit village, j'en étais persuadée. Pas un autre lézard n'était apparu dans ces ruelles depuis que j'étais là. Je me souviens encore du jour où j'avais pris la grande décision de quitter la ville pour une vie plus calme en campagne. On peut dire que j'avais bien réussi à le trouver. Pas un autre gus aux alentours pour m'embêter. Personne non plus pour m'aimer. La bonne nouvelle était que le jeune garçon avait enfin quitté sa chambre. Je pouvais mettre mon plan à exécution. Bientôt libéré de ce satané village. Rejoignant rapidement le bord de la fenêtre, je prenais quelques minutes pour regarder une dernière fois le paysage. Puis fermant doucement les yeux, une patte après l'autre, je me laissais entraîner dans le vide jusqu'à l'impact final. La mort n'est pas si douloureuse que ça. Une certaine sensation molletonnée enveloppait mon corps. Quelques bruits semblaient comme étouffés et lointains. Il y avait une légère odeur de fleurs qui ressemblait fortement à la lessive qu'utilisaient les humains. Oui, ça sentait très bon, tellement bon. Mon cerveau se remit d'un coup à réfléchir. J'ouvris les yeux et il me fallut quelques secondes pour comprendre la situation. J'étais dans une sorte de malle remplie de vêtements. Mais quel idiot! Au lieu de regarder le paysage, j'aurais dû m'assurer de ce qu'il y avait sous la fenêtre. Il n'y avait plus qu'à grimper de nouveau et réitérer l'acte. Même en finir me demandait encore un sacré effort. La vie est un perpétuel recommencement de moments épuisants. Au moment même où je m'étais enfin décidée à m'extirper de cette maudite valise, voilà que le jeune garçon réapparaissait devant moi. Son regard balaya l'ensemble des affaires à une telle vitesse qu'il ne s'aperçut même pas de ma présence. Rien d'étonnant à cela. Tout le monde se moque éperdument de mon existence. Je ne suis qu'un bon à rien. Réflexion faite, je me trouvais de plus en plus douée pour broyer du noir. Il ne manquait que quelques centimètres pour quitter ce tas d'affaires lorsque le couvercle de la malle se referma brusquement. Ce n'est pas forcément très sympa ça. C'était passé à 1 centimètre de ma patte et je ne voyais plus comment j'allais pouvoir sortir d'ici désormais. Pour couronner le tout, j'ai toujours eu une peur terrible du noir. J'imagine toujours plein de bêtes étranges voulant me tuer, dévorant avec grand appétit chaque morceau de mon corps. Mourir, oui, mais pas dans ces conditions. Il allait me falloir être discret, malin et patient, une fois de plus. Les affaires étaient enfin toutes dans la voiture. C'était l'heure des au revoir. Non seulement je devais me séparer de ma petite amie, de mes amis, mais aussi de ma sœur. Elle avait pris la décision de rester au village avec Kaya une année de plus. Ici, elle se reconstruirait à son rythme, sous le regard bienveillant de l'ensemble des villageois. J'étais vraiment content pour elle. Elle allait cependant énormément me manquer. Ce voyage nous avait de nouveau rapprochés. Demain, je serai seule, dans mon ancienne chambre, avec seulement mes parents comme colocataires. Le trajet du retour fut terriblement long. L'avion avait du retard à Ouagadougou. Le vol perturbé par un orage avait un air d'apocalypse. Bien qu'heureux d'avoir enfin un pied sur la terre ferme, la fourmilière de l'aéroport de Charles de Gaulle nous remettait beaucoup trop vite dans le bain du stress permanent qui planait sur Paris. Nous échangions tous les trois un regard, tout en soupirant. L'acclimatation allait prendre plusieurs jours. Dans notre maison, rien n'avait bougé. C'était à la fois réconfortant et déconcertant. Nous avions tous à notre manière changé, évolué, mais ici tout était resté figé comme une photo du passé. Je grimpais les marches d'escalier 4 à 4 pour rejoindre ma chambre en lançant ma valise sur mon lit. Avant toute chose, il fallait du changement dans la décoration. Je sortais la tenture que j'avais ramenée de Thiébélé et quelle ne fut pas ma surprise d'en voir tomber le tout petit lézard. Il n'y avait aucune hésitation possible. C'était bien le même que la veille de mon départ, qui avait passé la nuit suspendu au-dessus de moi. Il avait l'air un peu sonné et n'eut pas la force de fuir lorsque je le pris dans ma main. « Eh bien, cher monsieur Lézard, vous rendez-vous compte de votre délit ? Vous êtes rentré en France illégalement. Il va falloir vous dénoncer au plus vite à la police. À moins que... je vous accorde l'asile politique. Avec tous les chiens à Thiébélé, vos jours étaient clairement en danger. Le verdict est tombé. Vous resterez habité ici jusqu'à ce qu'une meilleure situation se présente. » Le lézard me regardait tout étonné. Du moins, c'était mon impression. Il est difficile de lire des émotions sur un si petit animal. Je décidai à la suite de cela de le surnommer Monsieur Lézard.
Je descendis lui chercher un peu d'eau et des mouches mortes. Ce n'était pas vraiment ce qu'il manquait dans la maison. Je lui ferai un petit coin sur l'étagère au-dessus de mon bureau en attendant de trouver à un prix raisonnable un terrarium. J'avais dû sacrément déconner dans mes anciennes vies pour être aussi malmenée dans celle-ci. 24 heures enfermée dans une valise que l'on s'était amusé à tourner dans tous les sens, jeter par-ci, par-là, pour finir de nouveau nez à nez avec ce jeune garçon qui clairement avait une case en moins. Jusque-là, j'étais persuadée que les humains ne comprenaient pas les animaux. De notre côté, nous les comprenions, mais ne pouvions leur répondre. Et voilà que cet humain-là me parlait les yeux dans les yeux. Son discours était plus que bizarre, mais le fait qu'il accepte de m'héberger quelque temps me rassurait énormément. Il faut quand même prendre en compte que je n'avais absolument aucune idée d'où j'avais bien pu atterrir. Quelques jours en sécurité pour analyser la situation ne serait pas du luxe. Voilà que mon petit humain réapparaissait avec de quoi me nourrir. Et quelques minutes après, il me transportait sur ce qu'il avait l'air d'appeler ma petite suite de luxe. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un d'aussi gentil et bienveillant. Vu qu'il avait décidé de m'appeler Monsieur Lézard, je fis de même et le surnommai Monsieur Garçon. On ne va pas se mentir, j'étais moins douée que lui pour trouver un nom sympa. Finalement, j'optai pour Monsieur Gentil. Il le méritait bien. Plusieurs jours passèrent calmement. J'avais déjà visité l'ensemble de la maison et m'étais même aventurée 1 heure dehors dans le jardin. Cet endroit me plaisait. J'en avais même oublié mes idées noires. Monsieur Gentil faisait des allers-retours mais prenait toujours 5 minutes pour me parler. C'était souvent pour me raconter ce qu'il avait fait, les événements de la journée. Il semblait de plus en plus préoccupé par des problèmes que rencontraient ses parents. Il y avait visiblement des difficultés financières suite à l'ouverture de la boîte de jazz du père. Quant à sa mère, elle peinait à trouver un travail qui lui plaise. Cela m'attristait, et même si je m'étais fait la promesse de ne plus jamais travailler de ma vie, je ne pouvais plus rester impuissant face à leur tracas. Le soir venu, j'attendis que Monsieur Gentil soit à son bureau pour venir me poser devant lui. Je vis directement que cela l'intriguait. J'avais son attention, c'était le principal. J'avais déjà préparé mon idée. Je pris une toute petite boîte qui traînait sur l'étagère et le fis tomber en plein milieu du bureau. Puis en redescendant, je mis dans ma bouche un tout petit bout de branche et commença à faire le tour de la boîte en secouant la tête. Quelques minutes après, je m'arrêtai pile devant Monsieur Gentil, attendant sa réaction. Un immense sourire se dessina sur son visage et il sauta de joie de sa chaise. Le message était passé. Mon cœur fut envahi d'une immense joie à la vue de mon jeune hébergeur si heureux de la nouvelle. Dès le lendemain, il annoncerait à ses parents qu'une cérémonie pour bénir la maison serait effectuée. Je parlais à un lézard depuis quelques semaines. Bien que très étrange, cela me faisait énormément de bien. Le retour était très difficile. Mes amis me manquaient énormément. Samira encore plus. J'avais bien renoué contact avec mes amis d'ici, mais ce n'était plus comme avant. Le premier après-midi à jouer à la console fut très sympa, mais depuis, nous étions à 5 après-midi à faire la même chose et le temps me paraissait long. J'avais bien proposé un foot ou une journée à la piscine municipale, en vain. Je n'avais jamais fait attention auparavant à quel point les jeunes de mon âge rechignent à mettre le nez dehors. Je passais donc beaucoup de mon temps libre à aider mon père à la boîte de jazz. Il avait du mal à trouver des groupes sympas. Les clients étaient rares, bien que toujours ravis d'être venus. Il ne comprenait pas ce qu'il loupait dans tout ça. Je m'efforçais donc de venir tous les jours l'aider pour le ménage, le rangement, la publicité. Là-bas aussi, il y avait un joli lézard dans un terrarium. C'était un pogona exactement. Il était jaune et vert, magnifique. J'avais bien tenté de lui parler 2 ou 3 fois, mais directement, il partait se cacher sous un petit tronc d'arbre. Drôle de réaction. Heureusement que j'avais Monsieur Lézard qui m'attendait tous les soirs à la maison. Quel étrange moment que celui qui s'était passé ce soir-là. J'étais là, assis à mon bureau, observant ce petit lézard s'agitant dans tous les sens, lorsque je compris ce qu'il était en train de faire. J'étais surexcitée. Le lézard allait bénir notre maison. C'était une incroyable nouvelle. Encore plus incroyable que cela, un animal venait de communiquer avec moi. Je passais la nuit à me demander s'il avait finalement compris toutes ces choses que je lui avais confiées ces derniers temps. Sinon, pourquoi me proposerait-il cela maintenant ? Ce qui était sûr,
c'est que j'allais devoir expliquer une partie de tout ça à mes parents sans passer pour un fou. Le lendemain, je descendis au petit déjeuner avec Monsieur Lézard sur l'épaule. Mes parents me dirent bonjour et furent amusés de voir ce petit lézard bien accroché. « Papa, maman, je me rends bien compte que vous avez passé une période difficile. Je suis trop jeune pour pouvoir réellement vous aider financièrement et cela m'attriste. Nous étions tellement heureux à Thiébélé que je vous propose une option. Et si nous demandions à Monsieur Lézard de bénir notre maison ?»« Quelle adorable attention !» dit ma mère spontanément. « Je ne vois pas ce que nous avons à perdre à le tenter », répondit mon père avec un ton un peu lassé. « Faisons cela cet après-midi et espérons que cela fonctionne rapidement. »« J'ai déjà tout préparé », dis-je avec une impatience non dissimulée. « Nous pourrions commencer vers 14h ?»« Certes », répondit mon père, me faisant comprendre au passage que la discussion était terminée. Je sentais Monsieur Lézard faire des allers-retours sur mes épaules. Était-ce une façon de montrer son enthousiasme ? Quelques heures plus tard, la cérémonie était faite et nous remontions nous poser tous les deux. Il avait l'air d'avoir confiance en moi. J'avais bien envie de lui proposer de sortir un peu de la maison. Je pourrais lui faire visiter le quartier. Vu qu'il avait l'air de comprendre ce que je lui disais, cela allait faciliter la communication. Je m'endormais en cherchant un moyen pour qu'il puisse répondre à mes questions par oui ou non. C'était la première fois que je me sentais aussi fière de bénir une maison. Ma famille d'accueil avait été admirative de mon travail. Cela s'était même ressenti un bref instant qu'ils étaient repartis dans leur tête à Thiébélé. L'atmosphère était depuis bien plus détendue dans la maison. La maman de Monsieur Gentil avait eu une offre de poste peu de temps après. Le travail lui plaisait énormément. Malgré le club de jazz qui continuait à perdre de l'argent, le moral était de nouveau au rendez-vous pour tous. À plusieurs reprises, ils avaient eu de bonnes nouvelles et cela prenait le dessus sur les soucis financiers. Quant à moi, l'ennui me reprenait par moments. Le temps était long entre les passages de mon jeune ami. Il m'avait bien proposé de sortir de la maison, mais la peur me paralysait. Ce n'était pas très malin de ma part. Je me plaignais d'ennui et en même temps je refusais de sortir. Pas si évident que cela d'être un lézard de nos jours. Je recommençais à penser à une éventuelle Madame Lézard. Je pouvais désormais lui offrir un toit, une sécurité à toute épreuve, de la nourriture quotidienne. J'avais tout pour plaire. Fallait-il encore croiser une jeune demoiselle célibataire ? Monsieur Gentil continuait à me parler chaque soir. J'aurais bien aimé lui raconter à mon tour mes peines de cœur. Même s'il avait mis sur son bureau 2 petits rectangles de couleurs différentes pour que je réponde à ses questions, il était difficile seulement avec ce système de lui faire deviner les miennes. Les jours passaient. J'allais mécaniquement sur le rectangle vert pour lui dire que j'avais assez mangé. Sur le rectangle rouge, pour non, je n'ai pas froid. Forcément, Monsieur Gentil n'avait pas la moindre idée qu'un petit lézard comme moi puisse avoir des états d'âme. Il était peut-être temps pour moi de reprendre mon idée de départ. J'avais réellement apprécié ces mois de sursis à ses côtés, mais cela n'avait pas effacé mon désarroi pour autant. Je me laissais convaincre par mon ami de venir bénir la boîte de jazz. Ce serait mon cadeau d'adieu à celui qui m'avait fait une telle place dans sa vie. Certes, je prenais un grand risque à sortir de la maison, partir à l'inconnu. Et puis après, je n'avais plus grand-chose à perdre. Le week-end d'après, Monsieur Gentil me mit soigneusement dans la poche de son sac à dos et nous partîmes tous les deux rejoindre son père. Le bâtiment était magnifique. Une vieille bâtisse en briques rouges avec d'immenses fenêtres en fer forgé. À côté de la porte d'entrée se tenait une sculpture d'un jazzman, saxophone à la main, donnant tout de suite une idée de l'ambiance qu'on retrouvait à l'intérieur. Une musique entraînante nous incitait à rentrer. Une fois dedans, un long bar prenait tout le mur de droite. La scène en face était presque remplie rien qu'avec la batterie installée au centre. Enfin, sur la gauche, une enfilade de petites alcôves permettait un peu plus d'intimité à certaines tables. Mon regard fut immédiatement porté sur le terrarium se trouvant derrière le bar. J'avais du mal à y croire. Une magnifique lézarde se prélassait sur une branche d'arbre. Elle était du plus beau jaune que j'avais jamais vu de ma vie. Mon cœur s'emballa et je n'avais plus qu'une idée en tête, aller à sa rencontre. Avant cela, je m'étais engagée auprès de Monsieur Gentil et il était hors de question que je ne m'y tienne pas. Je pris donc le temps de bénir comme il se doit la boîte de jazz sous le regard intrigué de ma charmante inconnue. Une fois la cérémonie finie, je fis comprendre au jeune garçon que je souhaitais me rapprocher au plus vite du terrarium.
La belle lézarde en fut tout intimidée et partit comme à son habitude se cacher derrière le tronc d'arbre. Mon jeune ami me déposa à l'intérieur et me dit qu'il reviendrait me chercher plus tard. « Bonjour !» dis-je d'une voix un peu trop enthousiaste. « Je m'appelle Monsieur Lézard. Non, en vrai je m'appelle Eiko, mais depuis quelque temps j'ai pris l'habitude de ce nouveau nom. C'est une histoire un peu longue à vrai dire. Je vous avoue que je n'ai pas parlé à un autre lézard depuis sacrément longtemps et je me rends bien compte que je ne suis plus aussi à l'aise qu'avant. Je dirais même que je parle beaucoup trop alors que je meurs juste d'envie de vous demander votre prénom. Et on est d'accord que pour cela, il faudrait déjà que j'arrive à me taire, ce que je vais faire maintenant. Mais ne tardez pas trop à répondre car je ne sais vraiment plus où me mettre. Un immense sentiment de honte m'envahit et j'avais dit que je me taisais, donc désolée, je vous laisse parler. « Vous êtes drôle ?» me répondit-elle en riant. « Je m'appelle Lotus. Je vous remercie de votre gentillesse, mais j'aimerais que vous repartiez au plus vite. Oh, je vous ai mis mal à l'aise. J'en suis sincèrement désolée. »« Non, rassurez-vous, dit-elle d'une toute petite voix. Voyez-vous, depuis que je suis née, j'ai une fâcheuse tendance à porter malchance à tout ce qui m'entoure. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur, tout simplement. »« Mais c'est incroyable ça !» lui répondis-je aussitôt. « Car depuis que je suis née, je porte chance à tout ce qui m'entoure. Je vous propose une solution. Acceptez de passer la soirée avec moi et nous verrons bien ce qu'il nous arrive. Il y a si longtemps que je n'ai pas eu d'amis. Volontiers. Vous seul serez responsable s'il devait vous arriver quoi que ce soit. Promis, à condition que vous me racontiez tout de vous. » Ils avaient l'air de bien s'entendre, ces deux-là, dans le terrarium. Lorsque je vins récupérer Monsieur Lézard, il me fit comprendre qu'il voulait rester ici. Je comprenais tout à fait sa décision. Ce soir-là, je repartis donc seule dans ma chambre. Après 1 heure à observer attentivement le plafond, je sus enfin quoi faire. Dès demain, je trouverai un club de sport. Cela me permettra de sortir de nouveau, rencontrer de nouvelles personnes et occuper mon temps loin de tous ces écrans. Quelque temps après, mon père fut contacté par Phil. Il lui avait dégoté un super groupe de jazz pour une résidence de 6 mois. Mon père était aux anges. Le nombre de clients augmentait chaque semaine et il fut bientôt obligé d'embaucher un serveur en plus. L'affaire tournait enfin. Mes parents étaient de nouveau souriants et détendus. Ils avaient atteint les objectifs fixés au retour de Thiébélé. J'allais régulièrement à la boîte de jazz faire un coucou à Monsieur Lézard. Je le retrouvais systématiquement lové contre l'autre lézarde. Aucun incident ne s'était passé depuis qu'ils étaient ensemble. Une histoire de destinée sûrement. De mon côté, je m'étais découvert une passion pour le handball. En plus d'être plutôt doué pour ce sport, j'avais rencontré là-bas Chloé. Nous étions depuis 3 semaines inséparables. Il n'était pas impossible que je tente un premier bisou dans quelques jours. Quoi vous dire de plus que grâce à un tout petit lézard, il n'y avait plus de lézard dans notre vie. À 13 ans, Petit Toum avait la taille d'un enfant de 9 ans. Chétif et toujours malade, il se retrouvait souvent seul assis à côté de sa mère à regarder les autres enfants jouer ensemble. Ce n'était pas faute d'essayer de les suivre dans leur jeu, mais cela se soldait toujours par une bosse, une blessure, au minimum des pleurs. Le jeune garçon avait fini par baisser les bras et passer la plupart de ses journées avec les femmes du village. Ces dernières voyaient cela d'un mauvais œil. Que serait-il plus tard si l'on acceptait un tel comportement maintenant ? Certainement un lâche, un craintif et d'aucune utilité pour le village. Sa mère ne disant rien, aucune femme n'osait à voix haute remettre en question l'éducation de l'une d'entre elles. Elle se contentait donc de le regarder avec exaspération. Si la mère ne semblait pas voir ses regards désobligeants, Petit Toum en avait bien conscience. Que croyait-elle ? Qu'il était heureux et satisfait de son sort ? Il aurait donné n'importe quoi pour être un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus normal. L'arrivée d'Elisa dans le village transforma radicalement ses journées. Ce ne fut pas dès le premier jour. S'apprivoiser demande du temps. La confiance manquant cruellement des deux côtés pour avancer plus vite. Elisa passait beaucoup de temps avec Kaya. Petit Toum aimait beaucoup ce dernier. Toujours gentil avec lui, il avait de nombreuses fois pris sa défense devant les autres jeunes du village. Il lui parlait toujours sans lui rappeler son handicap.
Elisa était exactement pareille. Ils formaient vraiment un joli couple. Au départ de notre famille, Titoum proposa d'aider Elisa dans ses tâches quotidiennes. Elle avait décidé de rester 1 an de plus à Thiébélé. Il sentait bien que son amie était heureuse de rester auprès de son amoureux, mais l'absence de sa famille était lourde dans son cœur. Il avait donc décidé d'être là pour elle autant qu'elle en aurait besoin. Il ne se doutait pas que c'est elle qui allait être là pour lui d'une incroyable manière. Et vu que j'étais pour ma part rentrée en France, je vais laisser Titoum raconter sa propre histoire. Quelques semaines après le départ de la famille d'Elisa, nous avions décidé d'aller pique-niquer à 10 minutes du village. Le temps était doux, la chaleur était enfin redescendue. Kaya devait nous rejoindre une fois le mur nord de la maison d'Awa réparé. Nous étions à peine arrivés sur place que nous fûmes interpellés par une drôle d'agitation à quelques mètres de là. C'était le berger du village qui faisait les 100 pas autour de son troupeau de chèvres. Quelque chose semblait le contrarier. Avec Elisa, nous prenions la décision d'aller à sa rencontre, lui demander quel était le problème. Nous avions encore un peu de temps, avant l'heure du repas. Milo, le berger, nous dévisagea, espérant sûrement voir d'autres personnes que nous lui venir en aide. N'ayant pas d'autre solution, il nous fit part du souci. Une de ses chèvres était tombée dans un trou au fond du champ et il n'arrivait pas à l'en sortir. Les bêlements sortant du sol semblaient indiquer que la chèvre avait parcouru une petite distance sous le sol. Sûrement une ancienne galerie de l'époque où l'on cachait les récoltes par peur des pillards. Milo était imposant de par sa taille et ses nombreux kilos en trop. Il était évident qu'il ne pourrait pas se glisser dans une galerie. Titoum proposa au berger d'y aller à sa place. Il pourrait se faufiler aisément jusqu'à la chèvre et ainsi la localiser. Milo refusa catégoriquement. « C'est une mission pour un vrai homme », dit-il avec un certain dédain. « Certainement pas pour une moitié d'enfant. » Titoum avait l'habitude que les villageois le repoussent sans ménagement. Elisa était quant à elle choquée par la réponse du berger. Comment accepter une telle méchanceté sans réagir ? Elle sentait aussi que prendre sa défense ne servirait à rien. Elle échafauda donc un plan. « Milo !» interpella-t-elle le berger. « Tu devrais immédiatement aller prévenir Kaya. Nous restons ici pour surveiller ton troupeau. Tu auras comme ça l'homme le plus fort du village à tes côtés. »« Tu as raison, Elisa, » répondit Milo. « J'y vais de ce pas. » Lorsqu'il fut à une distance raisonnable, Elisa se tourna vers Titoum. « Vas-y, Titoum !» dit précipitamment Elisa. « J'ai confiance en toi. Tu peux très bien t'en sortir seul et prouver à cet étroit d'esprit que chaque personne est utile dans un village. »« Tu me demandes de désobéir aux ordres d'un adulte ?» murmura le jeune garçon. « Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. »« Qu'as-tu à perdre ? Il n'a déjà aucune considération pour toi. Il sera déçu. Et puis après, cela ne changera pas ton quotidien. » « Tu es la personne la plus gentille et la plus rebelle que je connaisse, Elisa, » répondit-il. « Il n'y a plus de temps à perdre. Aide-moi à descendre dans ce trou. » Titoum descendit doucement le long de la paroi. Il n'avait que peu d'espace pour bouger, mais cela lui permettait de s'appuyer dos et jambes contre le bord afin d'assurer ses prises. 4 mètres plus bas, ses pieds touchèrent enfin le sol. De nombreuses fissures dans cette terre sèche laissaient passer des rayons de lumière. Cela me permettait d'avancer non sans trop de peine. Quelques minutes après, j'étais enfin aux côtés de notre petite chèvre intrépide. Je prenais un petit temps pour analyser la situation. Il y avait sur ma droite une continuité de la galerie qui semblait former une pente douce. Si j'avais un bon karma, cela m'emmènerait à une sortie plus simple que de remonter 4 mètres avec une chèvre dans les bras. Vu mon gabarit, c'était tout bonnement impossible. Je me mis donc derrière notre jeune aventurière et nous nous mîmes en route dans le tunnel. Il fallut un bon quart d'heure avant d'arriver à une sortie. Il n'aurait pas fallu 1 kilo de plus sur la chèvre ou moi. Pendant ce périple, Milo était revenu avec Kaya. Elisa défendait tant bien que mal son idée, non sans une grande anxiété de ne plus entendre ma voix depuis plusieurs minutes. Quel soulagement de nous voir arriver sans une égratignure peu de temps après. Milo avait du mal à comprendre pourquoi sa chèvre réapparaissait dans mes petits bras tout frêles du côté opposé du trou dans lequel elle était tombée. Kaya n'avait pas vraiment suivi toute l'histoire, mais voyant le sourire de fierté d'Elisa, il comprit qu'il s'était joué quelque chose d'important pour moi. « Quelle chance incroyable pour toi, Milo, d'avoir trouvé un si bon apprenti, » dit soudain Kaya. « En tant qu'apprenti chef du village, je soutiendrai ardemment ton choix. »
Milo était pris au dépourvu et n'osa contredire Kaya. Il commençait à entrevoir les points positifs de me prendre comme apprenti. Après tout, les journées étaient longues quand on les passait exclusivement avec des chèvres, et j'avais pour réputation d'être d'agréable compagnie. Et puis, il ne fallait pas tant de force que cela pour devenir berger. Mon côté malin et rapide semblait être de meilleurs avantages. Je devins donc, après cette aventure, l'apprenti berger. Ne vous méprenez pas, ma vie ne devint pas un conte de fées suite à cela. Chaque jour avait son lot d'épreuves. On attendait de moi que je sois exactement comme les autres apprentis. Pas de traitement de faveur dans notre village. Soit tu n'es pas capable, soit tu l'es et tu travailles. J'avais décidé d'être dans la deuxième catégorie, à moi d'en assumer les conséquences. Heureusement, j'avais tout de même le droit de me plaindre de temps à autre à Kaya et à Elisa. Leur soutien sans faille m'aidait à surmonter les jours les plus compliqués.